Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce plateau de rentrée de la Fondation du Bien Vieillir. Serge et moi sommes ravis de vous accueillir pour un exercice qui revêt cette année une forme en tout cas un peu inhabituelle, puisque nous sommes ici la toute petite équipe de la Fondation et qui prépare les plateaux dans notre lieu habituel au Live Point. Mais pour la plupart d'entre vous, vous êtes loin, à distance, derrière vos écrans et en relation avec nous par les réseaux. Et je crois malheureusement que c'est le prix à payer dans les mois qui viennent pour pouvoir continuer à interagir à travers ces plateaux et ces dialogues de la Fondation. On avait expérimenté ça au mois de juin et on est aujourd'hui contraint de recommencer cette année 2020-2021 sous les mêmes auspices. Mais on va se débrouiller et je compte sur Serge et tous nos invités pour faire en sorte que ce soit chaleureux, interactif et que, où que vous soyez, vous puissiez faire part de vos questions, de vos remarques, de vos contributions pour que l'on puisse débattre ensemble du thème qui nous rassemble. C'est la traditionnelle présentation biennale de notre baromètre européen sur le bien vieillir. Vous connaissez, je pense, maintenant bien l'exercice. C'est maintenant la 4e édition du baromètre, avec chaque année, chaque 2 années, les mêmes questions posées à travers l'Europe sur la manière dont les seniors ressentent leur situation, leurs envies, leur situation matérielle et morale, dirons-nous, et puis la manière dont la population ressent la place des seniors dans la société. Et c'est évidemment intéressant en tant que tel, et sur une étude longitudinale, on va y revenir dans quelques instants avec ceux qui ont réalisé l'étude. Le point important de ce baromètre, eh bien, c'est qu'il a été réalisé juste après la première grande vague du Covid. Donc je pense que c'est l'une des grandes enquêtes européennes sur le moral des seniors et le moral de la population quant au vieillissement qui tient compte des effets, des impacts de cette épreuve collective absolument inédite et terrible que nous avons tous eu à affronter au printemps dernier et qui n'est pas terminée en tant que telle, loin de là. La deuxième chose importante sur ce baromètre, c'est, comme vous le savez, chaque 2 années, avec le Conseil scientifique de la Fondation, on s'efforce de poser une question qui permette d'illustrer tel ou tel thème problématique du vieillissement. Et cette année, le choix avait été fait, assez ambitieux, de réfléchir sur un concept. Rien ne fait peur à Serge Guérin et aux membres du Conseil scientifique de la Fondation, qui est un concept assez immatériel, qui est finalement les territoires de longévité. Quel est le territoire dans lequel on souhaite vieillir, on se sent vieillir, quel est le territoire auquel on appartient, réel ou imaginaire. Et je crois que c'est sans doute une des études, un des baromètres les plus intéressants, les plus riches d'enseignements, dans cette période où on s'est tous à la fois repliés sur son chez-soi, repliés sur son cercle familial, ou pas, lorsqu'on le pouvait. Et on a eu le temps, je crois, les uns les autres, de réfléchir sur ce que ça voulait dire que d'habiter quelque part, d'être membre d'un collectif, de pouvoir voir ses proches ou de ne pas pouvoir voir ses proches. Et ça a dit beaucoup de choses aussi sur la manière dont ces années de vie, lorsque l'on vieillit, lorsqu'on est moins mobile qu'avant, lorsqu'on a forcément aussi des aspirations un peu différentes, eh bien, sur la manière dont ces années de vie en plus souhaitent être vécues, et on va en parler dans quelques instants. Voilà, ça fait un menu très riche pour notre édition de ce jour. Et ensuite, on pourra rattraper une chose que l'on aurait aimé faire avant l'été, mais Covid oblige, on n'avait pas pu le faire, qui est d'honorer les lauréats du prix de la Fondation, puisque les lauréates sont venues nous rejoindre à Paris. Ça fait partie des rares personnes qui ont été admises dans la jauge des personnes physiquement présentes aujourd'hui, et elles pourront, je vous réserve la surprise, présenter le projet que nous avons distingué et raconter aussi ce qui les anime, ce qu'elles portent, et on pourra discuter ensemble des projets futurs que l'on pourrait construire avec elles. Voilà pour le menu de ce soir, et je passe sans plus attendre la parole à Serge, notre président. Merci beaucoup, Sophie. Alors donc, là, on va vraiment démarrer. Sophie parlait de ce baromètre tous les 2 ans. Il y a une partie finalement avec des effets autour du Covid, sur comment les gens se vivent. On va y revenir très rapidement avec Brice Teinturier. Mais le gros des tables rondes va vraiment être centré sur la question du territoire.
On a organisé les choses de telle manière, alors en fin de compte c'est aussi les résultats de l'étude qui portent à cela. D'abord sur le lieu où finalement il y a une très très forte critique des territoires, on parlait des territoires de la longévité, finalement des mauvais territoires de longévité d'une certaine manière, où des gens, d'ailleurs quel que soit l'âge, qui ne se sentent pas si bien que ça. Et c'est-à-dire, c'est la ville. On l'avait aussi fait à un moment donné en sachant qu'il y avait les élections municipales, qu'il y avait dans les 4 pays concernés des élections. Il y a en ce moment en Italie, par exemple, des élections régionales, et ainsi de suite. Il y en aura en France dans quelques mois. Voilà, à chaque fois, on s'était aussi dit, c'est des moments où dans toute l'Europe, ces questions-là sont assez présentes. Donc on voulait aussi par rapport à cela. Et on verra d'ailleurs que dans les 4 pays, la question de la ville, l'adaptation de la ville n'est pas excellente. Et puis ensuite, ça sera autour de la première table ronde, avec Étienne Mercier qui présentera les résultats, et puis on aura un certain nombre d'intervenants qui interagiront. Alors certains sont avec nous physiquement, Frédéric Herzen est avec nous, et puis d'autres seront par les moyens vidéo. Et puis ensuite, il y a une critique, ça va pas, la ville n'est pas adaptée. On peut s'arrêter là, on aime bien en France, hein. Ah, ça va pas bien, ça va pas bien. Mais on a regardé aussi des pistes. Et donc la deuxième thématique, ça sera sur l'une des pistes autour des services itinérants. Finalement, on pense beaucoup par Internet, mais il faut aussi de temps en temps penser avec les pieds et se dire, mais comment ça se passe, comment ça bouge, comment on va vers, en quelque sorte. Et là, on voit que des choses très très anciennes reviennent aussi. Hein, le camion de la boulangerie, finalement, qui avait complètement disparu, ben, il revient, et ainsi de suite. Il y a avec nous une formidable anthropologue qui sait aussi combien ces choses-là sont importantes et qu'il y a des choses qui sont ancrées et qui ressortent, y compris avec toute la modernité qu'on voudra. Et puis la troisième thématique, très riche, très originale aussi, si on avait posé la question, mais s'il y avait dans les maisons de retraite des services, est-ce que vous iriez? La question, c'était peut-être que c'est complètement délirant, vu l'image des maisons de retraite, jamais personne n'irait. Et on va regarder justement, est-ce que c'est une piste pour justement répondre à ces problématiques-là. Donc ça va être vraiment le temps le plus large de cette fin de journée. Et puis ensuite, on reviendra sur les histoires de prix, et ainsi de suite. Mais donc d'abord, on va commencer donc avec ces 3 thématiques liées au baromètre. Et avant cela, Brice Teinturier, qui nous rejoint par la voie vidéo, va faire une petite synthèse de ce que lui a repéré à travers cette étude. Donc, je vais demander à Brice Teinturier d'arriver, et vous allez voir, c'est extraordinaire, la magie de la technique. En quelques secondes, il va apparaître avec nous. Brice? Oui, je vous l'avais dit. L'accessibilité des villes et d'un certain nombre de services pour les seniors est absolument cruciale, tout simplement parce qu'elle est liée au plaisir de vivre. Et ce que l'enquête démontre, de manière un peu inquiétante malgré tout, c'est que ce plaisir de vivre chez les seniors n'a cessé de décroître. Il est aujourd'hui à 72% dans les 4 pays testés, contre 84% en 2004. Et il y a eu une décroissance assez régulière de ce plaisir de vivre. On a donc un sujet autour de cette dimension qui est d'autant plus important que pour les seniors, il y a de l'appétence, il y a un désir de rester en relation, d'être connecté, de faire toujours plus de choses. Et donc, il y a une tension entre une aspiration et un plaisir de vivre dont nous voyons bien qu'il décroît. Il est surtout faible chez les Italiens, chez les femmes, chez les plus âgés, les plus de 80 ans, ce plaisir de vivre, chez les gens seuls et chez les gens très dépendants. Et ce qui est tout à fait remarquable dans l'enquête, c'est que la relation entre le désir de vivre dans une ville accessible et le plaisir de vivre est liée. D'abord, déménager. Pourquoi? Pour les seniors, ce serait prioritairement pour se rapprocher de sa famille ou de ses amis, mais aussi pour être dans une ville plus accessible. Or, les villes n'apparaissent pas adaptées précisément à ces questions d'accessibilité. Quand on teste toute une série de dimensions auprès des seniors sur l'accessibilité dans les villes, à travers un certain nombre de services, eh bien, les notes données par les seniors dans notre enquête sont extrêmement sévères et traduisent cette difficulté. Il y a donc bien un lien entre le plaisir de vivre et le manque d'accessibilité d'un certain nombre de services dans les villes. Les maisons de retraite peuvent précisément jouer un rôle et un rôle important pour permettre aux seniors cette plus grande accessibilité et pallier un certain nombre de carences des villes. Pourquoi? D'abord parce que ces maisons de retraite sont à proximité des lieux où vivent les seniors. Globalement, dans tous les pays interrogés, et un peu moins en Italie, on tourne en moyenne autour d'une maison de retraite qui est à 5 km de là où vivent les seniors. Donc, le premier constat, c'est qu'il y a là des structures qui sont des structures de proximité. Et le deuxième constat que révèle l'enquête, c'est qu'un certain nombre de services qui pourraient être installés
dans ces maisons de retraite, que ce soit des services publics, que ce soit des DAB, que ce soit un marché ou des choses comme ça, eh bien non seulement recueillerait une très forte adhésion de la part des seniors, mais leur permettrait précisément de retrouver une plus grande accessibilité et par là de retrouver un plaisir de vivre plus important. Donc il y a bien une carte à jouer pour les maisons de retraite en favorisant l'accessibilité à un certain nombre de services et du coup en palliant un certain nombre de carences ou d'insuffisances qu'il y a dans les villes aujourd'hui et qui constituent encore une fois un enjeu extrêmement important pour le plaisir de vivre des seniors. Merci beaucoup, Brice. Alors, on va démarrer. Alors, j'ai avec moi 2 personnes, et puis il y en a donc plein d'autres qui sont aussi avec nous. Alors, Étienne Mercier, donc c'est le directeur du pôle opinion et du pôle santé d'Ipsos. Depuis le début des baromètres, tu es avec nous et tu suis cette affaire-là. Non seulement tu la suis, mais tu la conduis. Oui. Et donc on travaille, je dirais, main dans la main. Et c'est très très intéressant parce que c'est pas un baromètre ou un sondage où simplement Ipsos est dans son coin. Et puis, il y a une entreprise, une organisation qui commande. C'est quelque chose où c'est vraiment un partenariat, où on travaille ensemble. Et même, je tiens à le dire et à le rappeler, on implique un certain nombre de salariés, en particulier un certain nombre de psys, qui viennent poser des questions, qui viennent travailler avec nous et qui viennent dans les établissements auprès des plus âgés, sur la partie en particulier qualitative, qui construit ensuite le quantitatif. Et puis, Frédéric Herzen, directeur général des services de la bonne ville de Saint-Maur-des-Fossés, et qui est quelqu'un qui suit ces questions-là, et je peux en témoigner, quelqu'un qui pense que la question des âges, ce n'est pas une petite question au sein des villes, c'est une question absolument extrêmement importante. Il a aussi joué un rôle assez fort d'essayer de sensibiliser des élus à ces problématiques-là. Rien que pour ça, merci Frédéric d'être avec nous. Et puis on va avoir avec nous plein d'intervenants, alors d'autres élus, parce qu'on pensait que cette question-là, on l'a bien vu, hein, c'est la ville, ainsi de suite. Là, une ville de région parisienne, mais on voulait aussi qu'il y ait aussi des villes, des petites villes du local, parce que les vies ne sont pas les mêmes. Et c'est en particulier Emmanuel Dupuis, conseiller municipal à La Faute-sur-Mer, qui interviendra. Et puis on va avoir aussi Annie Toulet, qui dirige Transdes FIV Blanc, qui nous racontera un peu là, sur les questions de mobilité. Et puis on aura Corinne Pellerin, qui est la fille d'une résidente en maison de retraite. Donc c'est aussi important sur les questionnements qu'on avait, d'avoir aussi tout simplement des gens qui sont des familiers. Et puis il y aura les personnes dans la salle. Rares, elles ont été, voilà, c'est vraiment que les premiers qui ont répondu, qui ont pu venir, et puis les milliers de personnes qui nous suivent à travers les différents réseaux sociaux. Et Aude et Dricia suivent ça à la seconde pour faire passer s'il y a des questions et autres. Alors, ce que je propose, on a vu qu'il y avait 3 thématiques. Ouais. Donc, ce que je propose, c'est qu'à chaque fois, Étienne, en quelques minutes, nous présente une thématique, et ensuite, il y aura des questions pour réagir à ce qu'on aura appris. Ouais. Alors on y va, on démarre sur la première thématique. L'idée, c'est peut-être de commencer par un état des lieux de ce qui se passe aujourd'hui, à quel point finalement aujourd'hui les Européens, puisqu'on réalise cette enquête quand même dans plusieurs pays emblématiques de l'Union européenne, auprès des seniors et des personnes âgées, mais aussi des plus jeunes, pour avoir un petit peu un effet miroir et voir si finalement tout le monde se retrouve là-dedans. Est-ce qu'on a parfois des critiques qui seraient plus le fait des personnes âgées ou bien plus le fait des plus jeunes? Alors je ne sais pas si on peut commencer à projeter les résultats. Voilà, donc la méthodologie, très très vite, c'est très rare comme dispositif et il mérite quand même d'être un peu souligné. 8000 personnes quand même interrogées au sein de l'Union européenne, hein, dans 4 pays emblématiques, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Belgique. 4000 seniors, des personnes qui ont 65 ans et plus, mais aussi des beaucoup plus seniors, des beaucoup plus âgés, des 80 ans et plus. Hein. Donc on a un petit peu tout le prisme des personnes âgées. Et puis des plus jeunes, les moins de 65 ans, avec dedans bien sûr des parents, des jeunes, des adolescents, puisqu'on va jusqu'à 15 ans. Hein. On fait aussi la tranche 15-24 ans. On interroge un peu tout le monde pour voir comment ça se passe. Et on a dans chaque pays, je vais aller très très vite là-dessus, des échantillons qui sont représentatifs de chacune des populations. Alors, Premier axe, j'ai envie de dire, de notre réflexion aujourd'hui, le constat. Alors le constat, vous allez voir, c'est un constat, au moins c'est clair, qui est partagé par toutes les générations sur l'inadaptation de la ville. Alors on va voir le premier résultat. Vous le voyez, lorsqu'on leur demande aujourd'hui de donner une note aux personnes âgées, hein, aux 65 ans et plus, une note sur 10 de l'accessibilité et de leur ville sur chacune des situations suivantes,
ils ont un constat qui est extrêmement sévère, hein, que ce soit sur les tarifs de transport en commun, 3,9 sur 10, on est en moyenne là sur l'ensemble des pays, la sécurité contre les agressions, 4 sur 10, la parole, le mobilier urbain et son adaptation aux personnes âgées, 4,4 sur 10, la lutte contre l'isolement des villes, 4,6 sur 10. On n'atteint jamais la moyenne, c'est très très sévère. L'offre de transport, l'adaptation de la voirie, tout ça est jugé très très durement, et même, de même que l'accessibilité des bâtiments publics, même si on est sur les meilleures notes qui ont été données par les seniors, on est seulement à 5,4 sur 10. C'est un constat extrêmement sévère. Et on va voir qu'il est partagé par tous. Alors vous le voyez, qu'on soit en fait, qu'on ait 80 ans et plus, ou qu'on ait 65-69 ans, c'est-à-dire qu'on soit un jeune senior ou une personne plus âgée, plus madrée, on fait exactement le même constat. On est extrêmement critique surtout. Les 65-69 ans ne trouvent pas la ville plus accessible que les autres. Il n'y a pas là-dessus de différence. Autre problème, autre sujet, nous aurions aimé trouver dans cette enquête un bon élève européen dont on pourrait suivre un petit peu les enseignements, ce qu'il fait. Vous voyez qu'on soit en Allemagne, en France, en Italie ou en Belgique, les seniors jugent tous très durement l'accessibilité de leur ville. On est donc sur un sujet qui est quand même global et fort. Et puis j'ai envie de vous dire que si les 65-69 ans finalement ont le même avis que les 80 ans et plus, eh bien, finalement, c'est que c'est peut-être pas un problème d'âge, c'est aussi un problème d'infrastructure, d'accessibilité qui ne concerne pas seulement les plus vieux, mais aussi probablement les plus jeunes, parce que vous allez le voir sur les solutions qui sont proposées, nos plus jeunes vont être quand même là très très présents. Et vous voyez la critique que font les plus jeunes, parce que là, c'est les 65 ans et plus à qui on a demandé de noter l'accessibilité de leur ville sur chacune des situations suivantes. Eux aussi sont très très critiques dans le constat qu'ils font aujourd'hui de l'accessibilité des villes pour les personnes âgées. Ils sont très très durs. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que finalement, vous avez aujourd'hui des villes qui n'ont pas forcément pris conscience qu'avoir des villes plus adaptées aux personnes âgées, c'est avoir aussi des villes qui sont plus adaptées pour tous. Et là-dedans, la critique qui est montrée par toutes ces personnes qui sont plus jeunes, qui sont des parents, qui sont aussi des femmes enceintes, qui sont des femmes des mères de jeunes enfants, qui sont aussi des piétons à qui on dit de plus en plus, il va falloir plus marcher, il va falloir moins prendre votre voiture et plus prendre les transports en commun. Eh bien, la critique, elle vient aussi de ces personnes-là qui disent « ma ville, elle n'est pas accessible aux personnes âgées et elle n'est pas accessible pour moi » parce qu'on verra que sur les solutions, ils y vont fort et beaucoup plus même que les personnes âgées. Allez, la prochaine, s'il vous plaît. Alors, voilà. Merci beaucoup. Alors, c'est pas gai quand même, hein ? Non, c'est pas gai. Mais c'est intéressant, l'aspect intergénérationnel, c'est que visiblement tout le monde s'y retrouve. Et on notera que la question des toilettes publiques est quand même dramatique. Oui. Et pour tout le monde, y compris pour des plus jeunes. Donc tout c'est pas fait. que. Et c'est en Belgique où sur certains éléments c'est plutôt positif. C'est là où c'est souvent le moins pire. Et par exemple sur les toilettes publiques, on a 1,8 de satisfaction. Donc voilà. Donc c'est vraiment. Alors Frédéric, est-ce que justement j'ai envie de vous demander tout simplement comment vous réagissez ? Est-ce que vous êtes surpris et comment vous réagissez ? C'est pas votre ville en particulier, hein, c'est l'ensemble des villes, mais c'est quand même important à noter. Oui, bonsoir Serge. Merci pour les résultats de cette étude que je découvre comme tous les spectateurs. En fait, elle renvoie à l'histoire même de la ville. La ville telle qu'on la connaît a été théorisée par un certain nombre d'urbanistes dans le cadre de la Charte d'Athènes. Il s'agissait en un seul lieu de pouvoir permettre aux gens de travailler, de pouvoir se déplacer, de pouvoir se divertir, de pouvoir se loger. Il y a une réalité qui est incontestable, c'est la montée du phénomène urbain. 55% de citadins aujourd'hui, 68% en 2050. Toutefois, cette ville, elle a d'abord et avant tout été pensée pour des gens d'âge mûr qui travaillaient. Et le défi que la ville va rencontrer, c'est ce défi démographique, et c'est pour ça que vous travaillez depuis un certain nombre d'années dans le cadre de la Fondation, c'est bien celui de pouvoir adapter la ville à l'ensemble des populations, d'en faire des lieux d'inclusion et pas du tout des lieux d'exclusion. Il y a un défi intellectuel à relever, qui est certain, c'est que les politiques publiques en France ont longtemps été tournées vers une dimension nataliste. Aujourd'hui, il faut pouvoir doucement les amener à intégrer le vieillissement comme une réalité qui ne serait pas celle de la relégation telle qu'on peut la connaître. C'est un peu brutal comme mot. Évidemment, il y a différents enjeux. On le mesure bien, l'accessibilité est un enjeu réel, mais un enjeu pour lequel les pouvoirs publics se sont beaucoup investis et les collectivités aussi.
Il existe des plans d'adaptation de la voirie et des équipements publics. Mais indépendamment, les autres enjeux qui sont relevés sont les enjeux des services publics de proximité. C'est la fameuse idée du quart d'heure qui était aussi à l'origine de la ville. Et un des axes fondamentaux qui doit être retenu, c'est bien la lutte contre l'isolement. Mais pour pouvoir, finalement, excusez-moi pour le masque, c'est pas évident, pour pouvoir évidemment traiter ces questions, il faut d'abord en prendre conscience. Donc, ce type de baromètre a un intérêt. Les débats que nous rencontrons ont également un intérêt, mais bien un frein intellectuel assez puissant. C'est justement l'héritage de politiques publiques qui était tourné vers l'accompagnement de la petite enfance, vers évidemment l'accompagnement des salariés. Il n'y a pas eu de continuum des politiques publiques en France. On pouvait grandir, on pouvait vivre, mais le vieillissement était quelque chose qui se faisait de manière isolée. Et ça, c'est une réalité qui doucement est prise en compte. Le deuxième point, c'est très difficile de parler de la ville là où on sait qu'il y a des réalités territoriales très différentes. Entre vivre dans un espace urbain très dense et vivre dans un tissu urbain lâche entre les mondes urbains et périurbains, les enjeux ne sont pas les mêmes, les moyens et les investissements possibles ne sont pas les mêmes. Parce que derrière ces problématiques, il y a d'abord la question des ressources, la question financière. Je me suis amusé avant de venir à replonger dans les statistiques de l'INSEE. Les éléments macro, qu'est-ce qu'on découvre? 3 milliards d'euros à peu près par an consacrés par les communes à la petite enfance pour 242 millions d'euros en dépenses agrégées pour les personnes âgées. Alors il pourrait y avoir un débat assez long. Évidemment, on ne sait pas distinguer quand on fait des travaux de voirie entre l'aide financière destinée aux personnes âgées, comme l'achat des bancs. Il y a des questions d'imputation comptable, mais qui n'intéressent à peu près personne, et sauf les spécialistes. Mais on voit bien qu'il y a un écart de 1 à 10, et c'est cet écart qu'il va falloir surmonter, tout en prenant en compte des différences urbaines qui sont fondamentales. Si on n'y prend pas garde, oui, la ville pourrait devenir une machine à relégation alors qu'elle était une machine à inclusion, pour des raisons historiques. Et le gros problème, c'est que penser le vieillissement, c'est penser dans la dentelle. Et le chirurgical n'est pas l'unité de compte des métropoles. Et bien souvent, on raisonne en termes métropolitains. Alors, ces sujets font l'objet de réflexions. Il y a eu un certain nombre d'associations qui sont intervenues, d'opérateurs, mais on est très très loin des enjeux, et ça, ce constat, je le partage avec vous ce soir, des enjeux et des défis qui sont devant nous. Mais dans l'équation, il ne faudra jamais oublier cette dimension financière, parce qu'à périmètre constant, on ne pourra pas faire moins pour les uns et davantage pour les autres. Merci beaucoup Frédéric. Alors Emmanuel Dupuis, vous êtes en lien avec nous. Alors vous êtes conseiller municipal tout juste élu, bravo pour votre élection à la Faute-sur-Mer. Et j'aurais tendance à vous demander justement, est-ce que ce qu'on a entendu, ce qu'a dit aussi Frédéric, est-ce que dans une toute petite ville de province, est-ce que ça fait résonance? Est-ce que vous vous y retrouvez? Et je dirais aussi, quelles sont les attentes qui remontent? Est-ce qu'il y a des attentes spécifiques justement de votre population senior? Vous nous direz d'ailleurs combien elle représente dans l'ensemble de la ville, sachant que la ville augmente beaucoup sur la période de l'été par rapport à la période de l'hiver. Alors moi je vais rejoindre Frédéric tout à fait sur le premier point. Par contre sur un territoire comme le nôtre, la problématique est moindre. Nous sommes une petite commune donc de 650 habitants avec une population, 65% de notre population a plus de 65 ans. Donc nous avons un retour très rapide sur les problèmes d'infrastructure par rapport à la taille de la commune. Nous, ce qui remonte le plus souvent, c'est les petits soucis de voirie. En effet, comme vous le savez, nos aînés, pour eux, la qualité des trottoirs, les accès PMR sont d'une importance capitale. Nous avons participé avec Serge Guérin, je ne sais pas si tu te rappelles Serge, en 2018, à une marche lente dans la ville de Nantes. Et il faut se rendre compte... il faut le faire pour se rendre compte que marcher tout doucement comme certaines personnes âgées, c'est très très difficile et que le moindre petit défaut sur les enrobés et autres, on peut avoir une situation catastrophique. Avec un fauteuil, un ambulateur, la chute peut être provoquée. La plupart des demandes aussi sont surtout sur le mobilier urbain. Et là, je rejoins de nouveau Frédéric Herzen. On nous demande du mobilier beaucoup plus adapté pour les personnes âgées, voire aussi les jeunes, beaucoup plus de bancs. Parce que les personnes nous demandent, nous à la mairie, ils viennent nous voir, nous disent voilà, c'est pas normal, sur les grandes allées le long de la plage, il y a un banc tous les 500 mètres, c'est pas assez. Pour les toilettes, nous sommes une ville touristique, donc on n'a pas de souci de toilettes comme il peut arriver en région parisienne ou sur Paris. Voilà pour la première chose. En plus, les demandes aujourd'hui de nos personnes âgées, c'est aussi l'accès
aux médecins. Dans les petites communes comme nous, le problème, vous savez qu'on a des déserts médicaux en France. Donc la bonne nouvelle pour eux, c'est que c'est un projet qui a été travaillé depuis maintenant plus de 6 ans. On va ouvrir une maison médicale d'ici fin novembre avec 3 médecins. Et il y a du travail aussi avec des internes de l'hôpital de Luçon qui se retrouvent à une vingtaine de kilomètres. Pour pallier à tous ces petits manques aussi, l'avantage est une petite commune par rapport à une grande ville. Nous collaborons aussi avec les acteurs sociaux, le réseau de voisinage, des associations de commerçants pour mettre en place une politique de bienveillance pour nos aînés. Il y a d'autres choses qui ne vont pas pour eux, c'est se déplacer pour un rendez-vous. La question était comment faire quand je dois aller chez le médecin dans la commune à côté. On va mettre en place d'ici le début d'année 2021 une navette électrique gratuite qui permettra de se déplacer sur les communes. Qu'est-ce qu'on peut... On nous a demandé aussi de faire les courses, parce que pour certains, c'est difficile de se déplacer en monde rural. Il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tramway et il y a très peu de bus, vous vous en doutez. Donc, ce qui nous a servi, c'est au début de la Covid, on a mis en place directement une conciergerie solidaire et on a fait les courses pour nos aînés les plus fragiles. C'est quelque chose qui reste, bien sûr, chez nous aujourd'hui. Si vraiment des personnes sont dans le besoin, on peut faire leurs courses pour eux et leur livrer. Et ce qu'on a ressenti aussi beaucoup au début de la Covid, c'est le sentiment d'isolement. Pensez que c'est une ville de vacances et tous nos papis-mamies ici ont des grandes maisons et attendent leurs petits-enfants aux vacances. Malheureusement, cette année, les vacances, les ponts du mois de mai, les vacances de Pâques n'ont pas eu lieu. Ça a été très difficile pour eux. Et avec nos drôles de dames, on a 3 personnes qui se sont occupées de tous nos anciens, à les appeler pratiquement tous les jours, à passer les voir pour prendre des nouvelles, savoir s'ils allaient bien. Je pense que c'est un peu ça aussi la ville de demain. Et en ce moment, un dernier point, nous on est en train de chercher, puisqu'on n'a plus ça dans nos petites communes, une solution de portage de repas avec le CCAS. Voilà en gros tout ce que les gens nous demandent. En fin de compte, ils nous demandent de l'humain, ce qui est de temps en temps oublié par rapport à toutes ces personnes âgées. Voilà Serge. Merci beaucoup Emmanuel. Alors, même problématique avec Annie Toulet, c'est vous êtes justement dans une spécialiste du transport. Comment vous travaillez sur ces sujets avec justement les élus qui sont évidemment conscients, ou en tout cas pour beaucoup conscients des problématiques, et comment sur ces questions-là dans les territoires, quelles sont les actions spécifiques que vous avez menées ou vous réfléchissez à mener pour favoriser cette mobilité dont on a bien vu à travers le baromètre qu'elle est plus qu'un problème pour je dirais, non seulement les seniors mais aussi finalement toute la population. Oui, bonjour. Je voulais juste faire un petit correctif, c'est que je suis chez Keolis et non pas chez Transdev, même si cette délégation de service public du transport que je gère depuis plus de 20 ans est passée par Transdev. Mais aujourd'hui, voilà, je suis chez Keolis. D'accord, chez Keolis. Le problème de mobilité, oui, c'est le problème récurrent des... Je dirais pas que c'est le souci récurrent des élus, non. C'est le problème récurrent des personnes qui nous sollicitent. Moi, je dirige la délégation de service public des personnes en situation de handicap. Elles sont à mobilité réduite, mais elles ont cette particularité d'être handicapées. Ça, les élus ont tout fait. Depuis 20 ans, ont bien développé tout ce service, sauf qu'ils ne l'ont pas rendu accessible aux personnes âgées qui sont aussi à mobilité réduite. Parce que quand on vieillit, c'est inéluctable, on se déplace moins vite, on prend moins le tram, moins le bus, on est limité. Donc moi j'ai porté mon action sur la mobilité des personnes âgées. Alors ce que disait Monsieur Dupuis, de fait, il y a plein d'actions, je ne vais pas les énumérer, mais il y a plein d'actions à l'encontre des personnes âgées qui créent du lien, qui créent de la relation sociale. Moi, je trouve que bien vieillir, c'est avoir la liberté de se déplacer pour garder du lien social. Le lien social, pour moi, c'est essentiel. Comment dire, en privilégiant le transport pour les personnes âgées, je pense qu'on permettrait aux personnes de rester plus longtemps chez elles, de vieillir à domicile, sans avoir recours, peut-être, enfin, je ne vais pas parler pour les groupes d'établissements, mais peut-être en ayant moins recours aux établissements. La population qui est toutes ces activités, alors les relations intergénérationnelles, les repas, les goûters, tout ce que peut faire le CCAS, et Dieu sait s'ils en font, pour moi, ce n'est pas la liberté, c'est bien,
C'est ça, ça lutte contre l'isolement, mais ce n'est pas la liberté de se déplacer. Si vous n'avez plus votre voiture et que vous n'avez plus accès au réseau Trambus, vous ne pouvez plus aller, je sais pas, à la conférence, au goûter, et sans avoir recours aux amis, aux voisins, enfin bref. Donc voilà, une fois qu'on a dit cela, on fait le constat et on dit qu'est-ce qu'on fait. Alors moi, ça fait plus de 20 ans, 22 ans que je suis dans ce transport public-privé. J'ai soumis l'idée que tous les institutionnels en compétence, du transport, qu'ils soient CPAM pour les VSL, qu'ils soient handicapés pour les élèves et étudiants handicapés, qu'ils soient régionales, enfin bref, toutes les institutions qui sont en compétence, qui dépensent des millions d'euros chacun dans leurs compétences, de mutualiser tous ces transports, de rendre efficients toutes ces dépenses pour offrir une meilleure offre pour les personnes à mobilité réduite. Parce qu'on peut très bien mettre, moi je suis très pragmatique, on peut très bien mettre, moi j'ai 25 véhicules dédiés aux personnes handicapées. Dedans, on peut mettre des personnes âgées, on peut mettre des enfants handicapés qui vont à l'école, on peut mutualiser. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas et je trouve qu'il y a un peu... Enfin bon, ce n'est que mon avis, mais une gabegie des finances et qu'on pourrait rendre efficient tout cela. Alors il faut pour ça, il faut s'en emparer et puis il faut que la motivation vienne de un peu plus d'élus. On se sent un peu seul parfois. Voilà. Merci Annie Toulet. Le général de Gaulle aurait dit vaste programme, mais et Oui. vous avez aussi beaucoup insisté sur cette notion de liberté. On pourrait dire, Étienne, que dans le sondage aussi, il y a cette notion d'insécurité qui n'est pas un sentiment, comme disent certains, mais qui est une réalité, que pour être en liberté, il faut aussi être en sécurité. On a bien vu qu'il y avait ces deux éléments-là. C'est un des sujets sur lesquels ils sont les plus durs. Absolument. Et on ne voit pas là, parce qu'on ne va pas vous présenter tous les résultats de l'enquête, on pourrait en parler des heures de cette enquête, mais l'insécurité, et Brice le rappelait, est un des motifs qui va faire pousser les personnes âgées à dire je risque de déménager sur les dernières années de ma vie pour changer d'endroit, soit parce que je souhaite vivre dans un endroit où il y a plus de sécurité, soit parce que tout simplement je souhaite vivre dans une ville ou dans un village où il y a plus d'accessibilité pour moi. Il commence à le voir, je vais très vite, mais dans des pays comme l'Italie, par exemple, c'est la première raison pour laquelle les personnes âgées bougeraient. C'est avant même le regroupement familial. Voilà. C'est très intéressant dans les représentations, puisqu'on pense toujours, c'est comme on avait fait une étude avec la Fondation Corian il y a quelques années, on disait, qu'est-ce que les gens emmènent dans une maison de retraite? Les jeunes disaient, ils emmènent les photos des petits-enfants. Et puis on s'apercevait que ce n'était pas ça qu'ils amènent en premier, mais leur papier, par exemple. On voit bien que les réalités, les usages... Alors, on va passer tout de suite, Étienne, à la deuxième thématique. Là, on a été très, très critique. Oui. Mais justement, on n'a pas voulu être que critique, on a voulu aussi être piste de solution. Et donc, on démarre sur les pistes de solution. Alors, les premières solutions qu'on a testées, la slide. Là. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, la réponse qu'on a voulu tester, c'est d'abord les services itinérants qui se rendraient auprès des personnes âgées, voir est-ce que cette solution des services itinérants serait aujourd'hui plébiscitée par les populations. Alors, d'abord, il a fallu faire un constat, et j'ai envie de dire que Annie Toulet, qui nous parlait là de l'impact de la mobilité sur le lien social, honnêtement, elle a vu tout juste, et on a là la confirmation quand même de ce qu'elle vient de nous dire. C'est-à-dire que quand on demande aujourd'hui aux personnes âgées, si vous ne pouviez plus utiliser votre voiture, et si vous aviez des problèmes de mobilité, est-ce que ce serait facile ou pas de vous rendre dans les endroits suivants ou chez les personnes suivantes, on voit bien que pour la majorité, c'est pas facile. Se rendre chez le médecin spécialiste, il y a seulement 32% des seniors européens qu'on a interrogés qui nous disent ce serait facile d'aller chez le médecin spécialiste. L'hôpital, 34% seulement qui nous disent que ce serait facile. C'est donc une grande majorité pour qui ce serait difficile. Idem pour la grande surface, pour les services de proximité, banque, poste, mairie, le lieu de culte, les parcs et jardins. Et j'ai envie de dire que quand on commence à faire ces marches lentes dont on parlait juste avant, on commence à comprendre les difficultés que peuvent rencontrer les seniors et que s'il n'y a plus de voitures et des problèmes de mobilité, il n'y a plus de lien social et il n'y a plus de capacité à aller dans ces grandes infrastructures qui sont des infrastructures en fait essentielles pour les seniors, que ce soit le vétérinaire pour le chat caramel qui est malade ou pour aller voir son spécialiste parce qu'on a un problème de diabète. Tout devient compliqué, tout devient complexe et donc il y a une envie d'avoir plus de choses. Là encore, on a un panorama et un diagnostic qui est partagé par tous. L'autre slide, s'il vous plaît.
Vous voyez, c'est partagé par tous. C'est pas seulement les 80 ans et plus qui vous disent tout d'un coup, ah ben moi, si je pouvais plus utiliser ma voiture, c'est fini, c'est terminé. Il y a aussi les 65, 69 ans, les 70, 74 ans. Et on va voir finalement que cette problématique-là, elle concerne aussi les plus jeunes. On n'est pas sur une problématique juste d'état de santé ou d'incapacité à se bouger. Il y a aussi un problème qui est celui des infrastructures de mobilité qui existent. Et quand Madame Toulet disait juste auparavant, ben, est-ce qu'il ne faut pas mutualiser un petit peu plus toutes les infrastructures de mobilité qui existent, j'ai envie de dire, elle est peut-être là la solution. C'est un petit peu peut-être partager, je trouve ça assez intéressant, partager finalement peut-être le car scolaire qui rentre à vide et lui permettre d'aller attraper des personnes âgées qui iraient jusqu'à l'hôpital. Vous voyez que sur les pays, on n'a pas non plus de grosses différences. Les Allemands sont un petit peu moins critiques que les autres, mais Français, Italiens et Belgiques ben, se retrouvent. On a là une grande Europe des insatisfaits, hein, des seniors insatisfaits, et on ne peut pas dire qu'il y a un phénomène typiquement français où on serait plus critique ou plus râleur. Non, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, quand on leur demande après, est-ce que finalement, si on mettait en place des services itinérants qui viendraient vers les personnes âgées, est-ce que vous seriez preneur? Là encore, vous voyez que beaucoup trouvent, pour certains, on trouve que ce seraient des services qui seraient essentiels à mettre en place, voire utiles, mais les services téléphoniques d'alerte et d'urgence, bien entendu, parce qu'on est là sur de l'essentiel et qu'on a peur pour les personnes âgées. Il ne faut pas oublier que, comme le disait Serge, cette enquête a été faite pendant le confinement et après le Covid. Donc pour les personnes âgées, on va le voir aussi pour leurs proches les plus jeunes, avoir accès à ce type de service, c'est une façon d'être rassuré parce que pour beaucoup, ils n'avaient plus accès à leurs aînés, ils ne pouvaient plus les aider, ils ne pouvaient plus se bouger pour le faire. Pareil pour les services publics itinérants, hein, pour faire le démarche administrative, 83% qui trouvent que ce serait essentiel ou en tout cas vraiment très utile. Ils vont même jusqu'à plébisciter aujourd'hui les personnes âgées des cabinets de télémédecine, alors que pour beaucoup encore, ils ne savent pas vraiment s'ils les utiliser. Mais face aux déserts médicaux, le cabinet de télémédecine itinérant qui viendrait devient quelque chose qui est intéressant. Commerce et services culturels itinérants, oui, n'oublions pas la culture. Et là encore, les personnes âgées plébiscitent ce type de service, comme d'ailleurs aussi les services de covoiturage. Je vais très très vite parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais pour vous dire que voilà, on est sur quelque chose qui est, vous voyez, qui est partagé là encore sur toutes les tranches d'âge. Il n'y a pas aujourd'hui finalement une tranche d'âge des plus âgés qui serait plus en demande. Non, tous sont sur cette demande-là. Et vous voyez que sur les pays, on a un petit différentiel qui est celui de l'Italie. On pourrait parler longtemps de la situation des personnes âgées italiennes qui sont à la fois très entourées par leur famille, mais en même temps qui souvent se trouvent très isolées et aimeraient pouvoir accéder à des services dont souvent ils considèrent qu'ils ne sont insuffisamment présents. Excusez-moi. La suivante. Et enfin, on a demandé aux autres, est-ce que les plus jeunes considèrent que ces services seraient utiles? Je vais très très vite, mais vous voyez qu'ils considèrent encore plus que leurs aînés, finalement, que ces services sont essentiels, sont utiles et qu'il faudrait les développer. Il y a donc vraiment un côté très favorable, pour le coup, de l'ensemble de la population au développement de ces services. C'est vous montrer aussi à quel point ces problèmes de mobilité, ces problèmes d'accessibilité dans les territoires ont pris de plus en plus d'importance. Bien sûr, l'épidémie de Covid n'a pas arrangé les choses, elle a exacerbé les attentes et les besoins, mais vous voyez là que c'est quelque chose qui est partagé. Merci beaucoup, Étienne. On voit vraiment, il y a du consensus, l'air de rien, et vraiment une ouverture d'esprit, pour le coup, extrêmement fort. Technique avec Karine Pellerin qui n'arrive pas à se connecter. Donc je te propose d'enchaîner directement avec la deuxième question. Ok, merci beaucoup. Alors, on va revenir avec Emmanuel Dupuis sur ces services. Est-ce que, alors vous arrivez tout neuf dans la municipalité, mais comment vous imaginez que ce type... En plus, Emmanuel Dupuis, dans sa vie professionnelle, est un spécialiste de la distribution. Donc, on peut aussi réagir par rapport à cela. Mais quel est votre avis sur ce type de service ? Moi, je suis totalement pour. Ce qui est très marrant, c'est que c'est un retour en arrière quand on parle de bibliobus et compagnie. Et je pense que c'est ce que j'avais quand j'étais tout petit en ville. On parle de refaire des camions magasins en fin de compte pour se déplacer dans les campagnes. On est en 2020 et on parle de sujets qui étaient en 1960-1970. C'est assez marrant. Par contre, je trouve que ça préserve le lien social. Je trouve que ça ajoute aussi un soulagement aux aidants, ce système-là. C'est là que c'est important. Je ne sais pas ce que tu en penses, Serge. Je pense que c'est bien aussi pour les aidants, leur redonner du lien à tous ces gens-là, en tout cas. Après, tout ce qui est camion, pourquoi pas. Moi, je vois plutôt des coiffeurs qui arriveraient. Enfin, on pourrait faire un tas de choses avec des EHPAD ou des gens vivant chez eux, bien entendu.
Moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'en fin de compte, on remet la distribution dans le lot. Moi, je suis un spécialiste de la distribution, comme tu viens de le dire. Il est vrai que le début de la Covid nous a donné des ailes sur certains sujets. On a fait bien sûr du drive, et on a mis aussi au point des systèmes de livraison, on va dire par des réseaux, qui font de la livraison directement à domicile pour n'importe qui. Et on ne parle pas que des anciens, hein, on en parlait tout à l'heure avec Annie, aussi bien pour des gens en situation de handicap ou des personnes très âgées ne pouvant se déplacer. Mais on retombe sur le système là directement du commerce. Et ce qui me gêne un peu dans le système, c'est qu'on n'a plus de gratuité, on n'a plus rien. On va profiter d'un malheur pour gagner de l'argent. Donc ça me gêne un petit peu de ce côté-là. On n'est pas sur l'accès gratuit comme un magasin qui se déplace, comme on nous disait tout à l'heure dans le baromètre. D'accord, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi Emmanuel Dupuis a parlé de coiffeur. C'est parce que je ressemble énormément. Je pense qu'il n'a aucune légitimité, mais bon. Et, aucune. En tout cas, merci beaucoup pour cet élément-là. On a remarqué aussi, c'est quand même, Étienne, un des éléments très forts, c'est qu'on voit bien que ces services sont demandés par tout le monde et qu'on parle tout le temps, enfin, on veut toujours nous inventer des fractures générationnelles. On voit bien que là, par exemple, il n'y en a pas du tout. Alors, à propos de non-fractures générationnelles, Corinne Pellerin est avec nous. Et donc, je voulais justement lui demander, son parent aujourd'hui est en maison de retraite, mais est-ce que justement, il avait rencontré des difficultés pour justement accéder à des services de proximité quand il était à domicile? Est-ce que vous-même, comme aidante ou comme proche, est-ce que aussi ça jouait? Alors vous avez un sourire remarquable. Alors, je crois que pour l'instant, ça ne fonctionne pas très bien. Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Si, c'est bon, ça y est. Vous m'entendez? Oui, on vous écoute même. Bon, alors c'est parfait. En fait, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, c'est ma mère hein, qui est donc en maison de retraite. Et lorsqu'elle était chez elle, en ville, dans une grande ville, parce que c'est une ville de plus de 200 000 habitants, c'était un peu compliqué parce que les services de proximité, par exemple la livraison des courses à domicile, il y a énormément de supermarchés, de choses comme ça, qui en fait demandent un minimum d'achat. Donc pour elle, c'était pas toujours facile parce qu'elle s'obligeait à acheter des choses dont finalement elle n'avait pas tellement besoin pour être livrée. Après ça, elle a envisagé aussi d'avoir quelqu'un qui puisse venir l'aider, soit pour sa toilette, soit pour porter des repas, enfin tout ce dont on a besoin quand on devient un petit peu moins valide. Et elle, sa grande inquiétude, c'était finalement d'avoir un roulement de personnes qui venaient, mais jamais la même. Donc c'est vrai que c'est un petit peu angoissant parce que c'est plus compliqué. Soit il faut toujours réexpliquer les choses. Enfin voilà, c'était le problème de pas avoir de suivi en fait. Mais sinon oui c'est ça. En fait c'est un mélange de toutes ces petites choses là qui ont fait que à un moment elle se sentait plus capable, elle avait plus la volonté de rester chez elle. Parce que c'est elle-même qui a pris la décision de partir dans une maison de retraite. C'est peut-être un cas particulier. Enfin, c'est pas nous, les enfants, qui avons décidé pour elle. C'est elle qui a pris cette décision parce qu'elle trouvait que tout devenait trop compliqué pour elle. C'est quand même idéal quand c'est la personne qui prend sa décision et pas quand c'est d'autres. Donc merci beaucoup, Madame, pour ces éclairages. On va y revenir. Je vais demander à Annie Toulet, est-ce que justement ces questions de services itinérants dont on a vu l'importance, est-ce que ça participe, est-ce que c'est dans vos axes de réflexion stratégique? Et puis est-ce que d'ailleurs vous en avez déjà d'une manière ou d'une autre conduit ou mis en place? Alors je ne sais pas si Annie Toulet... Voilà. On remet le micro. Voilà, excusez-moi. Oui, pour répondre à votre question, je voulais rebondir avant sur ce que disait Emmanuel. Oui, l'idéal serait une délégation de service public PMR, personnes à mobilité réduite, au tarif urbain, à la demande, pour tout le monde. Bon, ça c'est le rêve, mais en attendant, on peut garder quand même un peu d'optimisme et se dire qu'on peut avoir des initiatives privées. Dans cette deuxième question, je voulais juste vous faire part d'une initiative qu'on a eue
Alors, dans le cadre d'un opérateur de transport privé, c'était en 2006, donc la problématique déjà se faisait sentir sur les personnes âgées. Enfin, moi, je le sentais très fort. Alors, j'ai pris l'initiative de questionner, enfin, d'appeler tous les directeurs des établissements de ma localité, de ma métropole, pour connaître leur avis sur le déplacement de leurs résidents. Et le constat était unanime déjà à l'époque. Ils voulaient sortir leurs résidents des établissements, mais ils n'en avaient ni les véhicules, ni les lignes budgétaires pour le transport. Alors, moi, j'ai eu une petite idée, en brainstorming, voilà, j'ai contacté, alors, n'y voyez rien, un directeur de galerie commerciale, en me disant, tiens, si on emmenait les personnes âgées dans les galeries, se promener, voilà, ça ferait bon. Et j'ai eu une chance un peu inouïe, c'est que je suis tombée sur un directeur. Enfin, j'ai vraiment eu un coup de chance parce que sa grand-mère était dans une maison de retraite et il se désolait de la voir ne pas pouvoir sortir. Donc, il m'a financé pendant 1 an 4 sorties de résidence, d'établissement, pardon, pendant 1 an, 4 sorties par semaine, dont les établissements Corian d'ailleurs ont bénéficié, et certains. Et ça a été extraordinaire parce que pas de collusion, pas d'obligation d'achat. Attention, c'était purement les laisser déambuler. Reconnaître l'achat, refaire un achat depuis des années, et en accord avec les directeurs et les directrices des établissements, on a privilégié les gens qui étaient plutôt en fauteuil, qui sortaient pas depuis longtemps, puisque moi j'avais 25 véhicules aménagés pour les fauteuils. Et ça a été une expérience, et je me dis tiens, c'est une petite expérience, mais qui a quand même généré énormément de satisfaction. Et on disait que nous, on était une thérapie non médicamenteuse qui devrait être remboursée par la sécurité sociale, parce que le bien-être en rentrant le soir, et ça on peut en témoigner de partout, le bien-être sur les résidents qui étaient sortis, qui avaient revu en circulant, ils revoient leur quartier. Enfin bref, pour moi, c'est vital, mais voilà, ça s'est arrêté parce qu'il a financé qu'1 an, et depuis, au niveau élu, c'est très difficile. Moi, à chaque fois que je sollicite, on me dit trouve-moi le modèle économique, trouve-moi la source de financement, et on ne l'a pas. Donc, mais néanmoins, il ne faut jamais baisser les bras, donc on va continuer. Et je reste sur mon idée, moi, de dire que si on mutualisait, on doit y arriver, mais certains élus étaient d'accord, donc il faut continuer le chemin, mais il faut que ce soit des décideurs à un haut niveau, voilà, plutôt. D'accord, merci beaucoup Annie Toulet. Voilà. Je vais demander à Frédéric Herzen, puisque vous parliez d'argent, comment on fait alors? Alors déjà, à la fois, est-ce que dans une ville comme la vôtre, est-ce que ça a du sens tout ça, ces services itinérants, et puis comment on peut imaginer un modèle économique qui soit relativement pérenne? Alors déjà, Serge, j'ai écouté l'ensemble des intervenants et je me disais que face au vieillissement, la République est une et indivisible, une nouvelle fois, puisque les problématiques sont partagées. Simplement, avant de répondre, je voudrais quand même rappeler que le point qui est essentiel, c'est celui de la méthode. Pour pouvoir apporter des réponses, il faut commencer par conduire de bons diagnostics. Évidemment, les outils statistiques nous aident, mais pas que, parce que je crois qu'il faudra intégrer cette dimension participative qui est essentielle pour la bonne compréhension des priorités et des moyens à mettre en œuvre. Ça peut sembler un peu techno, mais chaque territoire est différent, avec ou sans métro, avec ou sans centre-ville, avec ou sans maillage de services publics. Ceci étant dit, l'itinérance reste une réponse pour faire face aux difficultés de déplacement et favoriser évidemment l'intégration et l'insertion des personnes âgées et dans leurs espaces. Elle est d'autant plus importante qu'elle contribue à cette égalité qui est tout aussi essentielle que la sécurité ou la liberté qui est au cœur du pacte républicain. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une appétence très forte sur les services de proximité. Moi, je l'ai vécu avec l'évolution des food trucks. Autrefois, on allait au restaurant. Aujourd'hui, on attend du restaurant qu'il vienne à soi. Les food trucks occupent les espaces urbains dans toutes leurs dimensions, et c'est assez extraordinaire. À côté des food trucks, on voit bien qu'on est en train de réinventer les colporteurs d'autrefois. C'est vrai qu'il y a une sorte de régression ou d'inversion et du temps. Pourquoi ? D'abord parce qu'on souhaite s'affranchir de la contrainte automobile, mécanique, mais également parce que ces opérateurs restent des moyens de rencontre et de partage.
Ce ne sont pas des mots lancés en l'air. Ils font écho aux conciergeries qu'on voit se développer, qui n'auraient jamais cru que les conciergeries seraient nécessaires. On l'a évoqué ensemble, je connais même des opérateurs immobiliers, des promoteurs qui en sont réduits à proposer la création de conciergeries dans leurs immeubles, comme autrefois, y compris en les croisant avec des outils d'accueil et d'hébergement. Maintenant, la contrainte financière, elle est là. Elle est assez incroyable. Il est bien évident qu'il faut arbitrer entre la maîtrise des dépenses et la hausse des recettes. Les recettes reposent essentiellement sur la fiscalité. Gageons que la bonne gouvernance permettra d'allouer un peu de moyens pour aider les opérateurs à prendre pied. Ceci étant, la première déjà, et le premier outil dont disposent les maires, c'est de libérer l'espace public pour permettre à tous ces opérateurs économiques de se rapprocher de leur clientèle et de contribuer à la communication autour de leur présence. Merci beaucoup Frédéric. C'est vrai qu'il y a aussi tout simplement la question de l'espace qui est à prendre en compte. Alors je tiens à signaler, Dricia me faisait passer que sur Facebook, il y a des bravos, des hurrahs pour Annie Toulet. Et aussi une autre intervention. Oui, tout à fait. On a des questions qui arrivent en live sur la plateforme. Alors notamment une d'Olivier Nel qui représente la filière Silver Economy et qui nous dit la digitalisation des services publics ou marchands est vécue comme un facteur de fracture numérique par les seniors. Pourtant, cette digitalisation pourrait être facteur de renforcement de l'accessibilité de ces services. Quel rôle pour les villes? Alors, je vais répondre. Eh bien, on salue Olivier Nel d'abord et puis Frédéric. La question de la fracture numérique, elle est essentielle. C'est une réalité que vous connaissez. C'est aussi celle à laquelle on est confronté parfois, même en tant qu'usager plus jeune. On voit bien que la digitalisation des services publics a été très rapide. Trop rapide, nous oblige à revenir à des solutions un peu à l'ancienne. Moi, je suis très frappé par le fait qu'aujourd'hui, on en est réduit à demander au service des impôts d'assurer des permanences pour aider les plus fragiles, ça serait très maladroit comme terme, mais aider ceux qui maîtrisent le moins l'outil numérique à pouvoir remplir leurs déclarations. La digitalisation, c'est à la fois une voie. On est en train de réfléchir à la mise en place d'une plateforme pour les personnes âgées, qui serait un outil qui permettrait à la fois de distribuer des contenus, un peu comme on l'a fait dans les Alpes-Maritimes, mais également de relier les seniors. Pour autant, le grand risque, c'est de ne pas toucher tous les publics. Et le cœur même d'une municipalité, c'est bien de s'adresser à l'ensemble des publics. Alors, il y a sans doute des moyens de contourner l'obstacle en distribuant un peu de tablettes, etc. Mais il faut aussi accompagner les usagers. Maintenant, en creux, évidemment que la digitalisation permet de gagner du temps, mais comme tous les utilisateurs, les services publics en ligne, les réservations de livres, on évoquait la culture. Oui, la culture, elle doit se rapprocher, mais également, on doit permettre à tout à chacun de gagner du temps. Voilà. La réponse, elle est contrastée, mais elle exigera sans doute pas mal d'accompagnement des collectivités pour aider tous les usagers à maîtriser l'outil et ne surtout pas rompre, effectivement, ce principe d'égalité qui est essentiel pour pouvoir améliorer les statistiques et le baromètre l'an prochain. C'est ce qu'on voit, nous, dans nos enquêtes. Hein. On a en effet une progression de l'utilisation du digital par les seniors, mais dans le même temps, ce risque de la double fracture, c'est-à-dire ne plus pouvoir accéder aux services publics parce que tout simplement, ils n'existent plus ou ils sont éloignés des centres-villes, et puis cette incapacité d'y avoir accès aussi par Internet, parce que tout simplement, on ne manie pas les outils digitaux ou beaucoup moins bien que les autres, c'est extrêmement important. C'est un débat essentiel parce qu'on risque de laisser, et ça commence déjà un petit peu, du côté de la route, des gens qui vont être doublement punis par l'inaccessibilité, j'ai envie de dire, aux services publics, mais aussi aux médecins et aux grands magasins pour pouvoir commander et faire leurs courses. Pardon. On dira qu'en plus, il y a une problématique parfois géographique, les zones blanches, qui font que, d'ailleurs, quel que soit l'âge, on peut être concerné, et que cet électronisme concerne aussi des gens beaucoup plus jeunes, parce qu'on peut être très très bon dans les jeux vidéo, et avoir un mal fou à contacter un centre des impôts. Du coup, il va falloir passer beaucoup de temps pour espérer en gagner. C'est 15% de la population française, l'électronisme. 15%. Et c'est transgénérationnel de ce point de vue-là, donc c'est aussi extrêmement important. Alors, Étienne, on va passer à la troisième thématique. On était donc, la première, ça va vraiment pas dans les villes. La deuxième, il y a une piste autour des services itinérants. Ouais. Et puis la troisième, il y a une autre piste, c'est tout simplement des services de proximité en maison de retraite.
Tout à fait. Alors l'idée, c'était La slide, s'il vous plaît. faire un état des lieux d'abord de ce qui se passe aujourd'hui, de comment aujourd'hui les Européens vivent l'accessibilité aux différents services. Et on leur a demandé aujourd'hui, si on peut avoir la slide suivante. Non. Si on peut avoir les slides, merci. On va y arriver. Alors, les services de proximité en maison de retraite? Non? Voilà, merci. Voilà, c'est exactement ça. Et donc, on leur a demandé, quelles sont celles, parmi les infrastructures suivantes, quelles sont celles qui manquent à proximité de chez vous? Et vous voyez, ce n'est pas majoritaire, mais vous avez quand même, chez les 65 ans et plus, quand même, beaucoup de gens qui vous disent, un tiers qui vous dit ne pas avoir un point d'aide aux mobilités sur des renseignements de covoiturage, des transports en commun. Il y a 26%, c'est 1 sur 4 quand même qui dit qu'il n'y a pas de DAB, de distributeur de billets. Beaucoup aussi qui n'ont pas de point d'accès aux services publics, bureaux de poste, formalités administratives. C'est beaucoup, 1 sur 4. C'est beaucoup. Un marché pour faire ses courses, 23%. Là encore, c'est important. Et je pourrais décliner tout le prisme des infrastructures qui ne sont pas accessibles. Mais vous voyez que là encore, c'est quelque chose qui est partagé par l'ensemble des seniors, quel que soit l'âge. Un peu plus fort en Italie, mais quand même véritablement ressenti de façon quasiment identique en France, en Allemagne et en Belgique. Et quand on demande à ceux qui sont un petit peu plus jeunes... La slide. Quand on leur demande à eux, est-ce que eux, ils ont aussi des manques en termes de proximité sur ces types d'infrastructures, on a des chiffres qui sont, vous voyez, encore plus forts, puisque que ce soit des points d'aide aux mobilités, on a 35% des moins de 65 ans. C'est-à-dire que là encore, il ne faut pas oublier, il y a des 15-24, vous le voyez, et ils sont fortement représentés sur ces résultats, mais aussi des parents de 25 à 44 ans, voire plus âgés. Tous ces gens-là vous déclarent encore plus que les seniors, mais c'est bien normal puisqu'ils les utilisent encore plus et ils bougent beaucoup plus facilement que les seniors. Et bien que ce soit les structures de soutien aux aidants, les distributeurs de billets, le marché, toutes ces structures-là, ils en ressentent le manque, j'ai envie de dire, encore plus que leurs aînés. Et je vous invite à regarder quand même les résultats sur les 15-24 ans. Vous voyez bien que le manque sur ces infrastructures est quand même assez criant et assez fortement ressenti. Alors après, quand on a fait ce constat-là, on voit bien qu'auprès d'une grande partie de la population, il y a aujourd'hui des manques et des souhaits. Et dans le même temps, quand vous leur demandez à combien de kilomètres de chez vous est située la maison de retraite la plus proche, alors ils ne savent pas toujours, ils tâtonnent un peu, mais on a quand même des grands éléments qui se présentent là. Vous voyez qu'il y a 73% des Européens qui nous disent qu'ils ont une maison de retraite à moins de 5 km. C'est quand même un maillage, je trouve, assez bluffant pour le coup, alors avec des différences en fonction des pays, mais vous voyez que quel que soit le pays sur lequel on se positionne, la grande majorité, elle est toujours à moins de 5 km, elle a une maison de retraite à moins de 5 km. Et ça explique pour beaucoup, quand vous prenez le sentiment de manque et d'inaccessibilité, si je peux avoir la slide suivante, et le fait qu'il y ait quand même un maillage qui soit extrêmement fort, quand vous demandez après aux personnes âgées, est-ce que vous aviez, si une maison de retraite ouvrait ses portes extérieures en proposant ses services, est-ce que vous seriez prêt à y avoir recours? C'est là où on a été très surpris. Nous, on imaginait quand même encore bêtement la maison de retraite quand même assez fermée, avec des personnes âgées qui ne voulaient pas y rentrer. On voit bien quand même qu'il y a une appétence, que le manque des infrastructures fait qu'aujourd'hui, beaucoup sont prêts à aller chercher dans les maisons de retraite des points d'accès aux services publics, 64% quand même, excusez du peu. Un médecin ou une maison de santé, si elle était dans une maison de retraite, il serait prêt à y aller pour y avoir recours. Et là encore, je ne vais pas faire tout l'inventaire à l'après-vert qu'il peut y avoir, mais vous voyez bien que sur toutes ces structures, jusqu'au point d'aide aux mobilités, on a une majorité d'Européens qui y seraient favorables. Un petit peu moins, et ils ont le droit aussi de dire que sur le salon de coiffure, Serge, vous insistez beaucoup sur le salon de coiffure, eh bien là, ils ne sont plus que 49% à souhaiter s'y rendre. Lieu de formation, salle des fêtes aussi, salle de spectacle, pour le coup, beaucoup plus de mal peut-être à faire le lien entre une maison de retraite et le côté festif. Et puis le vétérinaire, mais c'est un petit peu anecdotique. Voilà, donc vous voyez que chez ces populations de seniors, si on peut avoir la slide d'après, c'est une appétence très forte. Et je vais très très vite, mais on pourrait se dire que les plus jeunes ne souhaiteraient pas pouvoir accéder à ces structures, à ces infrastructures dans des maisons de retraite. Eh bien, l'intérêt des plus jeunes est encore plus fort que celui des seniors. Je pense aussi qu'il y a le fait que la maison de retraite, c'est quelque chose qui est beaucoup plus éloigné en termes de timing dans la vie d'un plus jeune. Donc, s'y rendre est moins angoissant, moins stressant, alors que les personnes âgées ont
pour certaines d'entre elles, plus de mal. Vous le voyez là, enfin, si on regarde, ils sont tous prêts à y aller. Et là, on est sur des chiffres beaucoup plus importants. Le point d'accès au service public, 74% qui seraient prêts à s'y rendre. Un parc ou un jardin, 73%. Médecins, distributeurs de billets, marchés. Là encore, il n'y a plus de blocage. Même le salon de coiffure, vous voyez que la majorité des plus jeunes seraient prêts à s'y rendre. Qu'est-ce que ça nous montre, ça? Ça montre quand même qu'aujourd'hui, l'accessibilité aux infrastructures, elle est problématique et ça devient un véritable sujet et qu'ils sont prêts à aller finalement n'importe où pour les trouver. Et les maisons de retraite est une solution pour les avoir. Je finis juste avec quand même une petite parenthèse. Quand vous regardez finalement ce qui s'est passé avec les gilets jaunes, excusez-moi, le lien est très éloigné, mais c'est quoi le problème des gilets jaunes? Comment ça se déclenche? Ça se déclenche avec un problème d'accessibilité. C'est les 80 km/h que vous mettez comme limitation de vitesse et c'est l'augmentation du prix de l'essence pour les personnes concernées, avec des gens qui étaient plutôt en périphérie et en zone très éloignée des grandes zones urbaines. Je veux dire, on retrouve un petit peu ce résultat-là. C'est un autre problème et une autre critique de l'accessibilité, mais c'est aussi une volonté d'avoir beaucoup plus d'accessibilité. Et on a quelque chose qui est un petit peu épidermique, on l'a vu dans le diagnostic précédemment. Merci beaucoup, Étienne. Oui, c'est aussi tout simplement la France périphérique qui intervient, quoi. Exactement. Et on avait une dernière question, je vais très très vite là-dessus. Vous le voyez, même quand on leur propose aujourd'hui un accès aux plus jeunes à pour le coup, des services qui seraient dans la maison de retraite, quelque chose d'un peu plus compliqué quand même. On n'est pas sur des infrastructures, faire ses courses, voir le médecin, mais avoir accès à des services. Vous voyez que là aussi, il y a un intérêt qui est forcément plus modéré, mais qui est là sur des services de retoucherie, des cours de cuisine, des conférences sur des thèmes d'actualité, des cours de langue. Il y a aussi cette appétence aujourd'hui pour toute cette culture et cet accès à une forme de culture ou de loisir qui est très très forte, qui fait que beaucoup aimeraient pouvoir retrouver et avoir accès à ces cours-là dans les maisons de retraite, même si voilà, tout n'est pas majoritaire et ça peut être très partagé sur les cours de musique ou encore sur l'aide aux devoirs. Voilà, excusez-moi d'avoir été un petit peu long, mais c'est tellement intéressant que je me laisse entraîner. Ouais. Non, puis c'est extrêmement riche. C'est amusant d'ailleurs, parce qu'une certaine manière, on voit que la maison de retraite pourrait être la nouvelle maison des jeunes et de la culture. Les MJC ont complètement reculé, disparu. C'est aussi tous les services publics qui ont disparu. Parce que finalement, c'est ça qu'il y a derrière très fortement. Et on voit que, là encore, pas de fracture générationnelle. Et bien une capacité. Alors sans doute aussi, c'est moins risqué quand on a 25 ans. On se dit, c'est pas pour moi demain, donc je peux y aller aussi plus facilement. Mais quand même. C'est pas tout le monde non plus. Là, je vais insister sur les chiffres positifs. Il y a beaucoup de gens qui n'iront pas. Mais vous avez quand même des majorités qui seraient intéressantes et qui iraient probablement. Tout mais Étienne, vous êtes habitué à ces études, à ces sondages. C'est pas si fréquent que ça en France que vous arrivez à 70% d'opinion positive ou d'envie d'aller dans tel ou tel élément. Donc c'est aussi ça. Oui. Quoi. Voilà, ce sont des chiffres extrêmement importants. Avant de rentrer dans le débat, on a deux petites illustrations qui ont été tournées par Brennan News et j'aimerais bien qu'on les passe. Alors d'abord la première en Belgique, où une initiative justement. Je crois qu'il n'y a pas de son, mais c'est fait exprès. C'est juste pour voir Senior Plaza en Belgique, où on voit comme ça des personnes qui finalement sont dans un lieu de vie, une maison de retraite où on a organisé en même temps, comme une place de village, comme des services divers, entre autres évidemment opticiens, fleuristes et tout ça, mais aussi chocolatiers. On est aussi justement, comme on l'a vu d'ailleurs dans l'étude, c'est pas que la santé, c'est pas que une maison de santé que les gens recherchent, c'est plein d'autres services. Et puis on va passer à un deuxième petit film. The Grand Café is essential for the residents. Their abilities to go over are decreasing, so they feel cut off from the community. So with the Grand Café, we wanted to try to have the community come over to us to rebuild that feeling of the village. You see our people reliving and feeling important. It's amazing. Voilà, pour montrer, alors peut-être que les normes ne sont pas les mêmes, peut-être que les tutelles, on a bien vu que ces questions-là étaient assez présentes. Alors je vais demander à Caroline Pellerin d'abord si elle veut bien revenir avec nous. Et justement, comment vous réagissez, Karine, à ces propositions? Est-ce que vous-même, vous imagineriez finalement utiliser ce type de service dans la maison de retraite où il y a votre mère ou dans une autre? Vous, à titre vraiment personnel. Oui, alors moi, à titre personnel, je trouve que ce serait absolument formidable.
Mais j'ai peur qu'aujourd'hui, ça reste un petit peu dans le cadre de l'utopie. Mais néanmoins, je connais une maison de retraite qui, dans une petite ville, est couplée à la bibliothèque municipale. Et en fait, c'est drôlement bien parce que, comme vous l'exprimiez tout à l'heure, eh bien, les jeunes, les enfants, les familles venaient chercher des livres et en même temps, eh bien, pouvaient partager un moment avec les résidents de la maison de retraite. Donc, c'est une ouverture sur l'extérieur, c'est une ouverture sur le monde qui reste très important parce que c'est vraiment le moment où il faut plus être seul. Enfin, il faut essayer d'avoir de la compagnie. Donc, effectivement, je pense que toutes ces propositions, voilà, c'est ce que je vous disais, je trouve que ce serait une idée assez fabuleuse et ça remettrait un petit peu de joie dans les maisons de retraite parce que justement, par exemple, enfin, je parle de mon cas personnel, hein, de ma mère, donc, qui est résidente. Je déjeunais avec elle aujourd'hui. Eh bien, elle était profondément triste parce que, pour l'instant, elle me dit « je suis mise à l'index pour les repas » parce que la table avec laquelle elle déjeunait ou dînait, eh bien, ne lui convenait vraiment pas parce qu'il n'y a pas d'échange possible. Or, effectivement, maman est très comment dire, elle est très présente. Elle a vraiment, enfin, ce qu'on peut dire, elle a toute sa tête et elle est vraiment très au courant de l'actualité. Donc, si vous voulez, je pense que justement des choses comme cela, ça permettrait un maintien, à la fois un maintien intellectuel, un maintien affectif. Et oui, je pense que ce serait vraiment quelque chose de très, 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 très bien. Merci beaucoup, Karine. Alors, je vais demander à Emmanuel et Frédéric, donc, du point de vue d'une ville de taille moyenne et en région parisienne, et du point de vue d'une toute petite ville, comment vous réagissez à ces propositions et enfin, comment ça pourrait se faire, quoi? Est-ce qu'il y a ce moyen aussi je me souviens par exemple à Souvigny en Touraine où le maire a construit en même temps la maison de retraite et la cité scolaire avec des lieux en commun. Voilà. Donc, je sais que c'est compliqué, les tutelles sont complexes. On parlait tout à l'heure de mutualiser et tout le monde avait très très envie de cela. Mais en même temps, c'est pas si simple que ça. Comment vous deux, vous imaginez ces choses-là? Comment d'abord vous y réagissez? Puis comment vous imaginez que ce soit possible? Déjà, il y a des opérations qui sont conduites. Moi, je suis sur le territoire d'une commune où il y a des établissements de différentes natures, dont un établissement public intercommunal, au sein duquel la commune investit près de 90 000 € par an pour faire financer un multi-accueil, donc qui reçoit des enfants, qui coûte environ 150 000 €. Donc 60% de la dépense est engagée par la commune. Donc les frontières, elles sont là, mais il y a déjà eu quelques opérations du spotting. Maintenant, la crise sanitaire, elle a surtout révélé la nécessité de rapprocher les établissements médico-sociaux et les EHPAD en particulier des communes, pas dans le cadre d'une relation de tutelle, puisque la tutelle est exercée par les départements. En revanche, la commune, c'est l'échelon d'expression de la vie locale. Donc l'investissement ou le partage des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes est essentiel, oui. Et ça peut devenir un levier pour décloisonner, mieux faire connaître, mieux faire accepter. Et c'est également du foncier qui peut être disponible. Ce qui n'exclut d'ailleurs pas dès la programmation, au travers de prises de lit, comme on prend des berceaux dans les crèches. C'est vrai que ça se fait assez peu, la prise de lit en EHPAD, contrairement aux berceaux qui sont pris par les communes. Mais ça peut être un moyen, effectivement, d'amener à créer des espaces partagés. D'accord. Emmanuel, de votre côté? Pourquoi pas? Le sujet est intéressant, c'est prenant. Il y avait, je crois, des essais comme ça avec des facs et des maisons de retraite de mélanger les générations. Le coût des services dedans, c'est une très bonne idée. On cherche à faire une maison de service, on va dire justement par rapport à l'informatique. Et pourquoi pas mettre cette maison des services directement dans un EHPAD ou dans une maison de retraite? Pourquoi pas? Ouais, c'est super intéressant. Par contre, après, comme toute mairie, on va chercher le modèle économique aussi. Il y a ça qui reste important aussi. La finance, malheureusement, gère beaucoup de choses. Et il faut voir comment c'est viable comme sujet. Et il faut certainement aussi beaucoup d'autorisation pour faire ce type de bâtiment. Mais pourquoi pas, c'est une belle initiative. Certaines maisons de retraite le font en France avec des coiffeurs, des restaurants et autres. Je suis toujours avec les coiffeurs, Serge. Ou des piscines, pourquoi pas.
Donc, il y a des choses intéressantes. La bibliothèque, c'est une bonne idée, très bonne idée, puis ça permet d'avoir des gens qui se déplacent à l'intérieur facilement. Le restaurant est une bonne idée, comme on vient de le voir sur le film. À voir, en tout cas à réfléchir, et c'est vraiment une très très belle initiative. Merci. Eh bien, on suivra comment vous allez la traduire sur le mandat municipal. Alors, je vais demander à Mélanie Henriette et à Delphine Tropé. Vous êtes à la maison de retraite associative de Notre-Dame-des-Cèdres. C'est à Montagnier, en Haute-Saône. Alors, vous, comment vous réagissez à ces propositions, tout simplement? Qu'est-ce que, entre guillemets, est-ce que ça vous donne envie, quoi? Alors, c'est vrai que c'est des très bonnes idées. Du coup, depuis le début, il y a plein d'idées qui germent dans la tête. Il y a des choses qu'on a déjà réalisées. Du coup, on s'est dit, ben oui, on y avance. On m'a déjà proposé des actions pour les villageois de notre village, donc de Montagnier, à venir au sein de notre établissement. Je pense, bon, déjà tout d'abord avec forcément les célébrations, la messe, je pense qu'on n'est pas les seuls à ouvrir notre établissement aux villageois pour ceux qui souhaitent participer aux célébrations. On a fait venir aussi un chef étoilé pour faire un repas en texture mixée pour les résidents et leurs familles. Et on n'a pas pensé à l'ouvrir du coup aux villageois aussi. Donc c'est peut-être une piste aussi à travailler, à ouvrir notre restaurant et à faire intervenir un restaurateur. Nous avons, là actuellement, on travaille un projet sur un défilé de mode, comme il se fait dans toutes les EHPAD. Avec l'intervenant de prestataires extérieurs pour les vêtements, l'habillage. Et du coup, voilà, cette année, mais on verra en fonction forcément de la crise sanitaire, on voulait l'ouvrir du coup aux villageois et proposer aux villageois de participer et de venir faire leurs achats s'ils souhaitaient au sein de l'établissement. Mais comme on est un établissement qui est spécialisé dans l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés, c'est vraiment des choses qu'on peut faire ponctuellement et encadrées. Je pense qu'on ne pourra pas laisser ouvert un restaurant, un magasin, voilà. Ça risque, il faut quand même que ça soit cadré, mais il y a plein d'autres idées, oui, qui nous viennent en tête. C'est vrai que toutes les animations qu'on fait avec Mélanie, il faut qu'on pense à l'ouvrir aux personnes du village, parce que c'est vrai qu'on a un village de 500 habitants qui sont coupés. Voilà, la ville la plus proche est à vraiment 20 km. On est vraiment assez rural, donc voilà. Il y a plein d'autres idées, comme on a aussi une ferme avec des animaux, le vétérinaire y passe, pourquoi pas proposer aux villageois d'emmener, de faire un partenariat et peut-être d'emmener leurs animaux à ce moment-là et d'ouvrir la structure. Voilà, plein d'autres idées. Génial, c'est plein d'idées. Et Aude me faisait signe qu'elle était prête, et je serai obligé évidemment de l'accompagner, à venir pour la journée avec le chef étoilé. Hein, voilà. Et, merci beaucoup, Aude. Oui, merci beaucoup. Alors nous, on a vraiment beaucoup de questions. Alors on ne pourra pas toutes les poser, j'en suis désolée, mais en voilà une intéressante de Dominique Saliou, qui est expert santé et bien vieillir, qui nous dit « Ne vous semble-t-il pas urgent que chaque commune lance une réflexion pour créer son PRS communal, c'est-à-dire son parcours résidentiel senior, spécifique à sa localité, pour présenter les solutions alternatives entre domicile et EHPAD ?» Frédéric Herzen, question pour vous. Alors évidemment, et la question du logement est une question essentielle, logement et de l'hébergement. Oui, il faut impliquer les communes. Ça renvoie à une autre question qui est celui du rôle de la coordination des interventions dans le domaine du vieillissement au travers de la signature des CEPOM. Les CEPOM sont souvent entendus comme des outils à la disposition des opérateurs, mais rien n'interdirait juridiquement que les CEPOM soient les outils des communes pour penser leur parcours qui irait du béguinage jusqu'à l'EHPAD et en passant évidemment par la résidence. Mais oui, une définition des parcours s'impose et ça renvoyait à ce sujet d'ouverture qui était celui des diagnostics nourris par des statistiques nationales, mais également nourris par une analyse locale des priorités, des actions à conduire. Absolument. Aude, est-ce une dernière peut-être question? Alors, une dernière question de Madame Ugolini, qui est directrice d'établissement médico-social. Comment toujours mieux valoriser les pratiques de loisirs pour actionner les liens sociaux sur les territoires? Quel budget libérer pour financer les ateliers, ouvrir les établissements aux résidents âgés ou non? Eh bien voilà une question technique forte.
qui évidemment dépend beaucoup des moyens de telle ou telle structure, et sans doute, selon là je pense qu'on est vraiment dans les établissements, c'est aussi la volonté, c'est aussi la vision que peut avoir l'établissement. Est-ce que ce sont des politiques finalement assez décentralisées qui sont liées au... Vous parliez par exemple par rapport à votre village, par rapport à ce qu'il y a, on parlait par exemple du vétérinaire, évidemment, selon l'endroit où je suis, les questions sont différentes, et comment aussi libérer un pan budgétaire. Évidemment, là on rentre, Frédéric, dans des éléments compliqués de marge de manœuvre. C'est le chiffre que je donnais tout à l'heure. Hein. L'APA, c'est 6 milliards d'euros en France. Les communes sur la politique publique personnes âgées, donc je parle vraiment des interventions hors CCAS, c'était 242 millions d'euros, voici environ 2 ans. La situation n'a pas dû beaucoup évoluer depuis, mais je reste convaincu qu'en raison du vieillissement de la société, des moyens vont être libérés. Après, il y a aussi les solutions de se rapprocher des outils existants. Les collectivités, enfin tout au moins les communes, sont toujours enclines à ouvrir leurs équipements ou à faire partager des moyens disponibles. Parfois, il y a des solutions de peu. Vous pouvez transformer un ETAP, c'est un éducateur terrestre qu'on retrouve dans toutes les communes qui fait de l'intervention au milieu scolaire. Vous pouvez l'aider, mais ça renvoie à l'autre aspect de la question qui est posée, qui est celle du GIR, des résidents dont on parle. Entre un résident d'une résidence autonomie qui est en GIR 5 ou 6, ou effectivement quelqu'un qui est en GIR 2 ou 3, la réponse que peut apporter la commune n'est pas la même. Moi, mes étapes, j'ai plusieurs étapes qui interviennent dorénavant dans la résidence autonomie et qui pourraient très bien le faire dans un EHPAD, mais en fonction du GIR. On a envoyé en formation donc une agent, une deuxième va partir, et elle a réorienté son métier. Ça n'a rien coûté à la collectivité, en ce sens que de toute façon, elle était déjà dans mes crédits budgétaires. C'était juste une question d'adaptation du temps de travail pour que certains de ses collègues s'investissent davantage sur le temps scolaire qui lui était dédié pour qu'elle puisse se tourner vers. Alors, ça, c'est une réponse, c'est du one-shot. Il faut juste pouvoir systématiser, structurer, et ça renvoie toujours à ces démarches qui font que les collectivités et les communes doivent faire preuve de créativité, à moins que la loi ne change et ne nous amène effectivement à mettre en place des outils. C'est un sujet dont on a déjà parlé. On a su permettre la construction de politiques locales de sécurité en faisant des maires les animateurs, des CLSPD, c'est pas pour jargonner. On pourrait envisager que demain, le maire soit sur son territoire, ou le président de l'interco en milieu rural soit sur son territoire l'animateur des politiques publiques du vieillissement dans le respect des compétences de chacun. Le département sur la dépendance et l'autonomie, mais effectivement, rassembler tous les acteurs autour du maire. C'est une solution et qui sera envisageable, c'est celle de la politique de la ville, de la sécurité. Et celle qu'on retrouve en Suède, par exemple, un centre de pays où on a beaucoup décentralisé par rapport aux communes. Il y a aussi évidemment la question des tutelles, la CNAF qui est plutôt sur le 5 et 6, les autres, et ainsi de suite. Donc tout ça rend, c'est ce que disait tout à l'heure Mme Toulet, sur la question de mutualiser, peut-être aussi ça sera peut-être dans le cadre des lois qui arrivent, de simplifier ces éléments-là. Alors, plus de questions. On n'est pas tout à fait en avance, ce qui est une jolie formule pour dire qu'on est en retard. Alors, on a un petit souci avec Gilles Beru qui s'est déconnecté. Du coup, on va continuer sur la remise des prix. On demandera à Gilles peut-être d'intervenir après. Pour pas... Alors, tous les deux, je vous remercie. On n'est pas très nombreux, mais on peut vous applaudir tout de même. Et puis, on applaudit aussi nos amis Annie Toulet, Emmanuel Dupuis et Karine Pellerin qui sont au loin. Et merci encore de votre prestation avec les masques. L'avantage d'être en visio, c'était qu'il n'y avait pas de masque. Alors, en revanche... on a Gilles. Alors, bonjour. Gilles Beru. Bonsoir Gilles. Oui. Alors, l'idée, donc tu as pu écouter tout ce qui a été dit. Et oui. Notre attente, c'était simplement, sur un temps très très court, de réagir comme grand témoin de... Gilles Beru est un très grand professeur de médecine, c'est un spécialiste de la gériatrie, c'est quelqu'un qui aussi s'est impliqué énormément sur les territoires, je pense en particulier à la création du Gérontopole des Pays-de-Loire. Et justement, cet homme qui est un homme de médecine et en même temps un homme de lien, comment justement tout ce qui a été dit sur les territoires, comment ça a fait résonance avec votre propre pratique? Alors, je vais parler bref, je crois que c'est en 5 points. Le premier, j'ai trouvé amusant que le centre commercial
accepte de recevoir gratuitement les personnes âgées sans contrepartie. Et quand on se tourne vers la mairie, la première chose dont on parle, c'est le modèle économique. Alors, c'est amusant parce qu'en fait, c'est pas forcément ce qu'on attend qui parle du modèle économique. Et on serait choqué que les personnes aient une contrepartie à utiliser les services du centre commercial pour venir. Et en même temps, eh bien, on admet qu'ils ne pourront plus y aller parce qu'il n'y a plus de modèle économique. Et je pense qu'on est dans des contradictions qu'il faut peut-être débusquer. On n'a pas le temps ce soir de débattre là-dessus, mais il y a quelquefois une appréhension de l'économie vis-à-vis des personnes âgées. Je crois que Emmanuel Dupuis disait, mais faire de l'économie avec cela, ça serait finalement exploiter un peu la misère humaine. Mais quand en même temps, on est sur des tranches de population qui ont un niveau de revenus qui est globalement supérieur aux autres générations, peut-être que refuser l'économie avec elles, c'est quelquefois peut-être les exclure de la société qui est quand même aussi fondée sur le lien économique, le mot économie d'ailleurs voulant dire relation sociale. C'est pour faire bref. Le deuxième point, c'est sur l'accès au numérique. Ça me fait penser à une proposition de la députée Audrey Dufeu-Schubert dans son rapport qui est paru en décembre 2019, qui proposait de créer l'école républicaine du numérique pour justement rompre la fracture sociale et qu'à côté de l'école républicaine pour apprendre à lire, compter, il y ait aussi pour tous les âges l'école du numérique. C'est peut-être une piste intéressante. Je suis un grand défenseur des activités culturelles qui soient tournées vers tous les âges. Et là, il y a un manque de formation des animateurs culturels en général, des centres de la culture, des médiathèques, qui ont une réflexion sur l'enfant, souvent, mais très peu, pour que ça puisse devenir une MSC, la Maison des Seigneurs et de la Culture. Sur le diagnostic des territoires, c'est vrai qu'on a travaillé avec le Gérontopole, avec un modèle de diagnostic territorial. Ce modèle de diagnostic territorial est fondé sur des outils de gérontologie sociale et aboutit sur un pacte territorial qui permet au territoire d'être en négociation avec ses tutelles pour pouvoir construire son propre projet. Et il est malheureux que dans les SCOT et les différents types de contrats qu'il peut y avoir entre une collectivité et le conseil régional en particulier, le diagnostic longévité ne fasse pas partie finalement des outils de pilotage. On en fait l'expérience dans la région Pays de la Loire avec beaucoup de succès actuellement, et je pense que ça serait important, dont l'un d'ailleurs dans les Mauges, sur un parcours résidentiel senior, comme le citait un des auditeurs. Un très grand bravo pour cette enquête qui est vraiment très riche et qui nous dit aussi beaucoup de choses nouvelles, mais le temps nous manque. Merci beaucoup Gilles, vraiment merci. Alors en effet, on est un peu serré. Je vais demander à Aude de bien vouloir me rejoindre et on va présenter la 3e édition des prix. Et puis on aura aussi Charlotte Debré qui va intervenir par vidéo. Et puis, ça c'est le chèque, d'accord. Alors il y a tout un protocole, hein. Le chèque vous l'aurez pas tout de suite, ça va être très... Ah, on est debout. Peut-être revenir très rapidement sur la genèse du prix. Alors oui, effectivement, il y a à peu près presque un an maintenant, on lançait cette 3e édition du prix de la Fondation Corian sur la thématique valoriser et promouvoir les métiers de l'accompagnement du grand âge. Donc on a reçu à peu près environ 70 dossiers qui ont été examinés par les membres du jury et les membres du conseil scientifique de la Fondation Corian. Et nous avons donc le plaisir d'accueillir ce soir les lauréats donc qui représentent la maison de retraite Notre-Dame-des-Cèdres, qui viendront vous expliquer plus spécifiquement leur projet. Avant de vous le présenter en détail, on va peut-être laisser la parole à Charlotte Debré, qui est la déléguée générale de la Fonda, qui est notre partenaire sur le prix maintenant depuis 3 ans, de nous dire quelques mots sur cette 3e édition. Bonsoir Charlotte.
Oui, bonsoir à tous. C'était passionnant vos échanges. Malgré la distance, on a senti qu'il y avait vraiment beaucoup de débats vivants. Deux mots pour dire pourquoi la Fonda est partenaire du prix depuis maintenant 3 ans. La Fonda, c'est une structure qui a bientôt 40 ans et qui s'est donnée pour mission de valoriser la contribution essentielle des associations et de leurs partenaires à l'échelle des territoires, et quelle que soit l'échelle. Contribution évidemment au lien social, à la création de valeur économique, à la vitalité du débat démocratique. Donc quand une grande entreprise comme Korian se dote d'une fondation pour soutenir les assos qui portent des projets innovants et utiles dans les territoires, on soutient et on considère que vraiment il faut jamais décourager les bonnes volontés et que c'est important que on mette en commun nos forces avec les acteurs publics et privés pour faire face aux grands défis de société que présente le vieillissement démographique et plein d'autres défis dont on ne parlera pas ce soir. Mais voilà, nous on est absolument convaincus qu'il faut repenser de façon beaucoup plus horizontale des façons de construire les réponses aux besoins des personnes qui sont elles-mêmes des ressources pour répondre à ces problèmes. On est évidemment, c'est une conviction qu'on partage avec la Fondation Korian aussi. On est également convaincus qu'il faut absolument changer de regard sur la vieillesse. Ça fait un petit moment qu'on a bouclé une étude avec Futurible International, une étude prospective sur le vieillissement démographique. Elle s'appelle Société vieillissante, société innovante, et vous pourrez la retrouver si ça vous intéresse. C'est vraiment important de changer de regard sur la vieillesse, de valoriser les personnes qui encadrent nos aînés, et c'est pourquoi il nous a évidemment paru naturel d'être partenaire du prix à nouveau cette année. C'était d'autant plus pertinent que le thème de cette année, c'était de valoriser les métiers du grand âge, les métiers du care de manière générale, et c'est un enjeu qui n'est pas nouveau. On sait qu'il y a 65 000 postes d'aides-soignants qui sont aujourd'hui vacants. Mais c'est un enjeu qui a évidemment été particulièrement mis en lumière pendant la crise du Covid, pendant le confinement. Voilà, tous ces métiers autour du care et du soin sont essentiels, ils sont indispensables, ils peuvent être aussi enrichissants, ils sont très singuliers, ils sont divers, et c'est important de mettre un coup de projecteur sur ces nouveaux métiers qui peinent à recruter, faute d'avoir vraiment une bonne image finalement. Et donc l'appel à projet de cette année sur les 70 dossiers qui ont été soumis, heureusement le jury n'en a étudié qu'une petite dizaine grâce au travail de présélection de l'équipe de la Fondation, et ils sont très variés pour apporter des solutions à ce déficit de visibilité des métiers du grand âge. Une diversité de projets beaucoup autour d'expositions, de films, de livres, et même un serious game qui sont autant d'initiatives inspirantes pour essayer de susciter des vocations chez les jeunes, chez les très jeunes, chez les hommes aussi, parce que ce sont des métiers très masculins et dans lesquels les garçons peuvent se projeter également. Voilà, donc le lauréat du prix pour cette année entend susciter des vocations très très tôt dès l'école primaire. Il donnera lieu à une exposition qui est co-conçue avec les résidents de l'EHPAD dont les responsables sont ici, donc je les laisserai présenter leur projet. En tout cas, il nous a particulièrement plu parce qu'il permet de prendre conscience de la diversité des métiers qu'on peut trouver au sein d'un EHPAD, où on a tendance à se contenter d'imaginer, voilà, le métier d'aide-soignant, vaguement un médecin, un ergothérapeute, mais il y a des kinésithérapeutes, il y a des psychologues, il y a des coiffeurs. C'était le gimmick de la soirée. Voilà, donc c'est à la fois un très joli projet pour susciter des vocations dès la sortie de l'école, sans mauvais jeu de mots, et tout en étant aussi support de lien entre les générations à l'échelle d'un village rural. Donc j'espère que ce projet va permettre de changer de regard sur les métiers et pour le moins mettre en réseau les acteurs du territoire qui gagneraient à agir ensemble pour apporter des réponses plus concertées aux besoins de nos seniors. Bonne chance aux lauréats, bonne chance au coup de cœur, bravo encore pour vos initiatives. J'espère à très bientôt, à l'année prochaine. En vrai. Merci Charlotte. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Charlotte. Alors, sans plus attendre, effectivement, on va demander aux représentants de la maison de retraite associative Notre-Dame des Cèdres qui sont là. Madame Mélanie Henriet et Delphine Tropet, de nous présenter plus spécifiquement ce projet appelé Jeunes Vocations. Donc, comme Charlotte le rappelait, qui est un projet en plus intergénérationnel et pour faire connaître les métiers du care aux plus jeunes dès l'école. On vous laisse la parole. Bon, merci. Nous vous remercions de l'intérêt que vous avez porté sur notre projet Jeunes Vocations. Nous remercions aussi la Fondation Corian de pouvoir le concrétiser. Nous sommes heureux de pouvoir participer avec l'aide de nos collègues à la valorisation des métiers du grand âge à travers une exposition photo qui sera ludique, joyeuse et positive et de pouvoir faire participer les résidents et les enfants à l'élaboration et la construction du projet et des tableaux de photos. Oui, grâce à l'association, donc à la Fondation Corian, cette exposition qui sera donc itinérante, on espère qu'il comptera à peu près une trentaine de tableaux qui représentent l'ensemble des métiers du grand âge. Donc, voilà, comme on a dit, qui passe du kiné au cuisinier, à la buanderie, voilà, tous les métiers qu'on peut vraiment trouver au sein d'un EHPAD. Et cette exposition itinérante, donc, on pourra la proposer à l'ensemble des établissements accueillants du public. Alors, on peut passer de la fac à une bibliothèque, voilà, aux écoles primaires, dans n'importe quelle structure qui souhaite accueillir notre exposition. Alors, voilà, aussi cette exposition, pas la particularité, mais on veut le faire en partenariat avec les résidents et les enfants donc, du pôle scolaire de notre commune, ou peut-être, on verra, avec les arrière-petits-enfants des résidents ou les enfants des collègues. Voilà. Donc, en s'inspirant des tableaux d'Isabelle Kesedjani, je ne sais pas si vous connaissez, les tableaux d'enfants, où c'est écrit « Plus tard, quand je serai grand, je serai ». Donc voilà, plus tard, quand je serai grand, je serai ergothérapeute. Je serai, voilà. Donc, sur ce principe-ci, mais malheureusement, avec le problème sanitaire actuel, on n'a pas pu commencer le projet cette année. On espère bien sûr le débuter en janvier 2021, avec déjà, en travaillant en collaboration avec tous nos collègues de l'établissement, pour pouvoir mettre en image déjà les tableaux. Ensuite, pouvoir dans un second temps, si on nous le permet, accueillir donc, les enfants au sein de l'EHPAD, et de pouvoir donc faire les prises de vue avec les résidents et les enfants. Donc le résident acteur en ayant donc son propre rôle et l'enfant jouera le rôle voilà, d'un professionnel des EHPAD. Et on espère bien sûr clôturer cette exposition avec un vernissage cet été, ça serait impeccable. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Mélanie et Delphine, on peut vous applaudir. Et évidemment, cet été, rendez-vous est pris. Et en attendant, donc, on peut le photographier. Alors, vous le voyez pour l'instant de loin, mais vous l'aurez. Hein, ne vous inquiétez pas. Celui-là, de toute façon, n'est pas vraiment un vrai. Celui-là n'est pas vraiment un vrai. On ne peut pas le toucher, mais vous avez touché l'autre. Et bien sûr, on ira déjà, on va suivre effectivement la concrétisation de ce projet et puis on viendra à l'exposition avec grand plaisir et on communiquera à tous les gens qui nous suivent cette exposition. Bravo encore pour cette belle initiative. On espère bien. D'ailleurs, sur le site, il y aura ensuite, question de droit d'auteur, mais il y aura aussi quelques images pour justement le mettre en avant. Alors, ça, c'était le prix. Et maintenant, on est un tout petit peu en retard. Juste peut-être, on termine sur l'agenda, Aude. Oui, on va aller très rapidement. Donc, on se retrouvera dans les mêmes conditions le 12 novembre, je crois, si je ne fais pas d'erreur. Oui, pour le prochain plateau de la Fondation qui s'intitulera « Changer de regard sur la santé mentale », donc une nouvelle thématique. Et puis, au mois de décembre, alors là, j'ai un doute, c'est le 17... Pardon, je regarde Dricia.
Le 17 décembre, oui, tout à fait. Ici même, autour de la question du lien social, comment retisser du lien social en établissement et en EHPAD, et question ô combien cruciale après, effectivement, la crise sanitaire que nous venons de traverser. Et puis nos matinales continuent également à Tours le 15 octobre. On se retrouvera également au mois de décembre au Havre. Et entre-temps, non, pas du... Pardon, excusez-moi. Nice et Nice en novembre. Effectivement, vous retrouvez toutes les dates sur le site de la Fondation Corian. Et nos matinales seront consacrées à la thématique des territoires, donc on pourra décliner dans toutes les régions avec les professionnels de l'accompagnement et toutes les personnes impliquées par ces questions, les élus, les institutionnels sur les territoires. Donc un beau programme de fin d'année en perspective. Merci beaucoup. Et c'est ensuite pour Sophie, voilà. Pour conclure, alors on se passe les micros, ils sont nettoyés avant. Enfin, avec un micro propre, un micro en tout cas désinfecté. Bon, quelques mots de conclusion pour remercier Serge et l'ensemble de nos intervenants de la qualité de leurs interventions, ceux qui étaient présents ici à Paris et ceux qui étaient à Nantes pour Gilles Berru, à qui j'adresse un salut amical, quelque part j'imagine du côté de Tours pour notre intervenante de Keolis, et puis dans une ville qu'on n'a pas tout à fait identifiée pour madame qui parlait de sa maman en maison de retraite. Mais voilà, c'était une manière aussi assez concrète de voir que ce sujet nous anime et nous réunit tous, qui est finalement comment accompagner en solidarité et tous ensemble ce défi de la longévité qui est le nôtre, de la société dans laquelle nous sommes. Alors moi, ce que je retiens, mais Gilles a déjà très très bien dit ce qu'il y avait à dire sur les enseignements de cette étude, et je voudrais encore une fois dire à Étienne que c'est toujours passionnant de l'entendre décrypter et lire les chiffres, c'est qu'effectivement les attentes sont à la fois très fortes et en même temps très basiques. Et que finalement, on peut discuter de financement, on peut discuter de la responsabilité, on peut discuter de gouvernance territoriale, mais c'est quand même toujours et avant tout. Et je me tourne vers vous en tant qu'élu, cher Frédéric, c'est vraiment quand même avant tout de mettre autour d'une table les acteurs de la longévité d'un territoire, et ça, qui mieux que les maires et leur conseil municipal pour le faire, et de se dire très concrètement, à partir des besoins de la population, et on les connaît, même si on n'a pas tous les chiffres et tous les outils, qu'est-ce qu'on pourrait faire à bas bruit et souvent d'ailleurs à bas coût pour essayer de faire vivre des petites choses. Alors voilà, on essaie de le faire, de tricoter ça territoire par territoire, et je crois que c'est vous qui l'avez dit, la crise du Covid a eu au moins ça de bon, qu'elle a conduit dans l'urgence les acteurs du territoire à se parler. En tout cas, moi je le vois pour nos établissements, c'est vraiment jamais eu autant de solidarité, de contact et évidemment d'entraide que dans les derniers mois, malheureusement. Et donc ça, on ne va pas le laisser partir, on va continuer de construire et construire positivement en termes de services, en termes d'entraide. Et on voit bien que beaucoup de nos établissements médico-sociaux ou sanitaires sont naturellement des points de service qui ne demandent qu'à se déployer. On a des espaces, on a des moyens qu'on peut mettre à disposition, évidemment sous réserve de le faire dans des conditions sanitaires sécures, mais c'est ce qu'on fait. Voilà, donc ça c'est un premier point, se mettre autour de la table, parler, identifier les besoins. Le deuxième point, ça c'est mon dada, vous m'avez déjà entendu le dire, mais vraiment ça me paraît important de le dire. Vous avez vu ce qu'on fait en Belgique. En Belgique, le Grand Café qu'on a vu très rapidement, qu'est-ce que c'est? En réalité, c'est assez simple, c'est dans un même endroit, sous un même toit, une maison de retraite très médicalisée. De mémoire, il y a, sur ce qu'on a vu là, une 50aine de lits spécialisés Alzheimer, donc vraiment totalement protégés et organisés en espace de vie pour des personnes qui ont besoin de cette sécurité et de ce monde bien protégé. Et puis avec une entrée commune, une partie résidence-service, et au rez-de-chaussée ce fameux Grand Café qui est en fait une brasserie avec une terrasse. Et comme c'est au centre du village, en fait, les visiteurs et puis les gens du voisinage viennent prendre un café. Donc, ça donne en fait un service pour les gens qui habitent là, pour les familles qui viennent visiter les personnes accueillies en maison de retraite, et puis plus globalement pour le voisinage. Donc, le modèle économique, il n'est pas très compliqué à faire fonctionner, puisque de toute façon, ça fait partie des endroits et des lieux de vie des personnes qui habitent dans la résidence-service. Mais ça, c'est possible. Pourquoi ?
parce qu'on n'a pas la réglementation de l'urbanisme idiote qu'on peut avoir en France, où pour faire une maison de retraite, c'est un établissement recevant du public, avec tout ce que ça veut dire en termes de contraintes, distinct de ce que l'on fait quand on crée une résidence-service ou un immeuble résidentiel. Donc aujourd'hui, faire coexister sous le même toit, avec une même entrée, une même équipe d'accueil, les deux, c'est très compliqué dans la réglementation du droit de l'urbanisme français. Donc il y a des trucs comme ça qui ne seraient pas compliqués à lever, à faire fonctionner, et qui permettraient de retrouver un peu de bon sens dans la manière de fonctionner. C'est vrai pour les écoles, pour les crèches, c'est vrai pour tous les services municipaux, la bibliothèque. J'étais moi-même en train de me dire, oh là là, une bibliothèque dans une maison de retraite, vraisemblablement, ça doit être deux réglementations différentes, pas sûr que ça passe en termes de sécurité incendie. Bref, je pense qu'on a quelques sujets comme ça de bon sens à retrouver pour justement permettre que cette présence de proximité fonctionne, et il faut qu'on le fasse. Et puis dernier sujet, je suis vraiment heureuse que le prix cette année distingue la très belle initiative que vous avez prise, et j'espère vraiment, j'ai bien retenu l'été prochain. Donc voilà, la Haute-Saône, c'est un territoire dans lequel on est assez présent avec AGVI, en essayant de proposer aussi des choses complémentaires à ce que vous faites en maison de retraite. Et finalement, je réfléchissais, ça fait la 3e année qu'on a créé ce prix et qu'on le décerne. Et on a à chaque fois on a découvert des initiatives portées par les territoires. La première chose, c'était une initiative portée vraiment aux confins des Cévennes, sur de la mémoire orale dans des villages ruraux qui se désertifient, pour raconter en fait ce qu'était la vie au lavoir, au four à pain, enfin dans ces villages ruraux qui se sont assez largement vidés de leurs habitants avant que les néo-urbains, néo-ruraux y reviennent. Et donc ça, c'était une belle manière de faire un fil en fait sur l'histoire des territoires, et ça continue de se déployer à travers des podcasts qu'on trouve d'ailleurs sur le site de la Fondation. L'année dernière, c'était une école, un lycée professionnel en Eure-et-Loire, là aussi vraiment dans un territoire de vie assez rural, qui en fait avait à cœur d'amener toute la population des seniors aux usages digitaux, simplement. Donc, faire une espèce de reverse mentoring, pour prendre les termes des startups, le franglais des startups. Mais bon, c'était une jolie idée. Et puis là, maintenant, à nouveau de l'intergénérationnel, mais en direction des enfants, je trouve que c'est formidable. Et je pense que c'est en racontant les choses assez différemment, et en acceptant aussi de demander aux enfants qui n'ont pas tous nos préjugés de dire les choses avec les professionnels du secteur, qui sont souvent très jeunes d'ailleurs, qui ont plutôt l'âge d'être leur maman ou leur grande sœur ou leur grand frère plus que leurs grands-parents. Je pense que c'est comme ça en fait qu'on peut recréer ce fil. Et ça veut dire aussi quelque chose d'important, c'est que les métiers du grand âge, les métiers du soin, c'est des métiers de proximité. On en a besoin partout. C'est des métiers dans lesquels on peut exercer sous des formes très très différentes. On est sûr d'avoir un emploi près de chez soi ou près du chez soi qu'on a choisi durablement. Et je pense que voilà, c'est des choses qu'il ne faut pas qu'on oublie à une période où, compte tenu de la crise économique actuellement, sans doute beaucoup de jeunes et beaucoup de familles aujourd'hui s'interrogent sur de quoi seront faits les prochaines années. Donc, de ce point de vue-là aussi, raconter et rappeler à quel point on a besoin de soignants, au moins 500 000 d'ici 2025, ne serait-ce que pour les seuls métiers d'aide-soignant dans les prises en charge grand âge, maladies chroniques, et à quel point aussi on peut faire être utile, avoir des beaux parcours de vie dans le soin, et à quel point ces métiers méritent toute la considération. Je pense que c'est des choses qu'il est important et fort de se dire. Donc merci pour ce que vous faites, et j'espère que ce prix vous permettra d'accompagner l'année 2021 jusqu'au lancement, au vernissage de l'exposition, et vous nous inviterez. Merci beaucoup. Merci.